to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler d'un film qui a une économie de cinéma atypique, mais passionnante. Le film s'appelle Un roman national. Il sortira le 2 juillet sur Internet, dans les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube Un roman national. Vous avez toutes les descriptifs, tous les éléments en tout cas dans le descriptif de cette vidéo. Le film a été réalisé par Bixente Volé et l'auteur est là parmi nous et j'en suis vraiment très content. Et comment ça s'est fait, comment ça a commencé, comme dirait l'autre, bah, il est tout simplement, voilà, on envoie un message, on le lit et puis on dit oui, oui, on va absolument voir ce film, on le voit et puis on essaie de caler une date et bien évidemment, comme vous le savez, sur Microciné, on n'est pas très bon au niveau de l'organisation, de la logistique. Donc, je remercie comme tant d'autres, la patience de Bixente et je suis très, très content en tout cas qu'il ait accepté de venir pour nous parler de ce film, Un roman national. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film, mais avant cela, avant de dire de quoi ça parle, avant de parler de la logistique, de l'économie, mais aussi et surtout et avant tout de la mise en scène, parce que c'est un véritable film de cinéma, eh ben, je vais tout simplement lui poser la question. En ce 31 mars 2025, la date est importante, on va peut-être y revenir, et je le tutoie. On se connaît Oui. absolument pas, mais le film nous tutoie aussi. C'est très basique ce que je dis, mais ça a beaucoup d'importance. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Et effectivement, grande journée, puisque Marine Le Pen a été déclarée inéligible par la justice française pour se représenter en 2025, donc pendant 5 ans, je crois. Donc c'est une Exactement. excellente nouvelle. Et Oui. stratégiquement et politiquement, c'est vraiment hyper important. Je pense que ça va mettre un vrai coup au FNRN. Donc voilà, très content, vraiment très content. On a fêté la nouvelle aujourd'hui avec les copains, on était ravis. Voilà. Et je crois qu'elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Mais ça, je dis ça le 31 mars 2025 à Mm. 21h40. Voilà, les choses. Et je vais me permettre quelque chose que je fais assez rarement sur ma chaîne, c'est-à-dire de dire un peu les choses comme elles sont, même si on sait qu'un peu Microciné, c'est plutôt une chaîne de gauche, on va dire ça comme ça, pour avoir fait 2 émissions contre le Rassemblement national pendant les élections présidentielles. Eh bien non, moi je suis super content de ce qui lui arrive, je suis très content. Voilà, et je tenais à le dire. Maintenant, je vais refermer la parenthèse. Et à part tout ça, cinématographiquement, comment toi tu te sens à quelques semaines de la sortie de ce film important? Déjà, merci pour le qualificatif important. Enfin, en tout cas, il est important pour moi. Ravi qu'il t'ait plu aussi, vu que tu me l'as dit. Comment je me sens vis-à-vis du film? Bah, écoute, c'est un film, ça va faire. Donc, moi, j'ai commencé à le bosser fin 2022. Après, il prend place dans un travail en fait que je mène depuis à peu près 2017 sur la question de l'extrême droite. Et surtout, ça a toujours été un projet cinématographique. En fait, de base, je voulais en faire un documentaire lorsque je sortais du lycée. Arrivant à la fac, j'en ai fait un court métrage. Et après, petit à petit, en fait, on en est venu à ce long métrage, qui est un projet gargantuesque à mener en indépendant. Donc oui, je l'ai commencé fin 2022, il s'est tourné en 2023, il s'est monté en fin 2023, tout 2024, et on l'a terminé là au début de l'année en 2025. Et du coup, là, on le sort en ligne le 2 juillet prochain. Et donc oui, pour revenir à la question, comment je me sens? Très stressé parce que bah, forcément, le circuit de l'indépendance fait que c'est très compliqué de défendre un film hors des circuits légitimes du cinéma, enfin que j'appelle légitimes. Et en même temps, très excité parce que en fait, le film sort dans un moment politique et cinématographique qui est assez particulier. Cinématographique parce qu'en fait, en France, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, il y a très peu de films qui sont faits sur le sujet. Alors moi, je connais pas bien le monde du court métrage. En tout cas, en long métrage, j'ai pas mal étudié le sujet dans les films passés et les films récents. Le tout dernier, c'est Jouer avec le feu, que j'ai pas eu le temps de voir d'ailleurs. Mais en fait, je considère que c'est... alors, globalement, le monde de la politique, je le trouve assez peu traité au cinéma en général. Mais alors, l'extrême droite en particulier, et surtout les partis d'extrême droite, on les voit assez peu finalement dans des films, alors que
franchement, cinématographiquement, il y a beaucoup de choses à faire. C'est hyper intéressant. Le cinéma, bon, ce truc basique de dire que c'est un art du mensonge, ce qui est très intéressant, c'est justement mettre en scène ce mensonge à travers les partis d'extrême droite qui ne font que ça, c'est-à-dire mentir, calculer, faire de la propagande, etc. Et donc, c'est très intéressant de voir ces off-là dans les films. Donc, comment l'idéologie d'extrême droite se construit dans les parties, dans des films. Alors, il y avait Lucas Belvaux qui avait fait un film, mais je le trouvais assez timide dans son approche du sujet. Mm. Euh, je crois que, Avec la, je sais, avec la regrettée Emily oui, Dequesne, d'ailleurs. oui, Voilà, tout à fait, qui était d'ailleurs très bonne dans le rôle, mais malheureusement, je trouvais le sujet limité. En fait, ce projet cinématographique, il prend place dans une frustration, en fait, où j'avais envie de voir ma vision de l'extrême droite dans un film, et du coup, c'est en partie une des raisons qui m'a poussé à le faire, et un moment particulier politiquement, parce que bah, on sait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et aussi en France. Il y a une montée terrible des idéaux d'extrême droite, ou même des partis d'extrême droite, des structures d'extrême droite. Alors aujourd'hui, petite victoire pour nous, du coup, avec l'inéligibilité de Marine Le Pen, mais quand même, le climat est assez inquiétant. Et récemment, donc là, on est le 31 mars, le 16 février dernier, il s'est passé un événement qui est assez important et dont j'aimerais parler très rapidement. Il y a eu alors, ce que moi j'appelle personnellement un attentat, alors le terme, on peut en discuter collectivement. Moi, selon ce que le code pénal en dit, et dans la façon qu'ont beaucoup d'historiens d'aborder la question, je considère que c'est un attentat ce qui s'est passé. Donc il y a eu une projection du film Z de Costa Gavras exactement. par, alors je crois que c'était une association kurde. Oui. Et bah, il y a des militants néo-nazis slash nazis qui sont venus pour attaquer tout simplement les personnes qui étaient présentes à la projection. Et donc c'est extrêmement grave. C'est une atteinte, alors déjà à l'intégrité des personnes, mais aussi à la culture. C'est assez important de le rappeler, suffisamment important pour que Gavras lui-même en fait en parle publiquement au César, je crois. Mais on arrive dans un contexte politique qui est bouillant, qui est vraiment bouillant, qui n'était pas aussi bouillant à l'époque où j'ai lancé le projet, et donc je suis ravi qu'il arrive un peu, enfin ravi entre guillemets, mais je pense qu'en fait il peut susciter beaucoup de questions aujourd'hui, et j'espère qu'il pourra aussi apporter des réponses. Voilà. Et puis, si on va encore un peu plus développer, Z est un film donc, de Costa Gavras qui a été produit, qui a été coproduit par l'Algérie des années 70. Ça se passe dans un pays imaginaire, à peu près la Grèce. Ça a Mm. été tourné en Algérie. Aujourd'hui, il y a un problème important entre l'Algérie et la France. Voilà, ça dit quand même des choses. Et puis aussi, Z a reçu l'Oscar du meilleur film étranger. Enfin, ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, Mm. tout ça. C'est pas Tout à si fait. anodin que ça. Je vais juste, comme je le fais à l'accoutumée, c'est-à-dire donner un peu le synopsis et ensuite on va Oui, s'amuser à déconstruire ce synopsis comme on, comme on fait souvent, comme tu le fais, comme tu fais aussi dans ton film, déconstruire les choses. Alors juste, moi j'aime bien, comme je suis très mauvais pour raconter les histoires, je vais juste reprendre quelques lignes du synopsis officiel donc, du dossier de presse. En gros, il y a quelqu'un, il s'appelle Damien Cordonnier, il a 22 ans. C'est un soldat de l'extrême droite, c'est ce que le dossier de presse dit, Mm. militant pour Barrière Nationale, qui est un groupuscule luttant contre, entre parenthèses, le grand remplacement. Ce Damien ne vit que pour sa patrie. Et puis, un 24 juin, alors que Paris étouffe sous un inquiétant record de chaleur, Damien fusille 11 personnes dans une mosquée. Il est arrêté le soir même, la presse s'emballe et les spéculations se propagent. Pour les uns, ce Damien, c'est un monstre. Pour les autres, un névrosé qui serait rongé par la solitude. J'ai rajouté le verbe ronger. Oui, Et de bien son sûr. enfance, ouais, je préfère être très très précis sur les mots à utiliser, parce que le film travaille beaucoup sur ça, sur la méticulosité des mots. Et donc, de son enfance en campagne jusqu'à ses études de philosophie à la capitale, rien ne le promettait à un acte aussi violent. Qui est responsable? L'histoire de Damien ou celles et ceux qui l'ont façonné? Ça, c'est une question. Et la dernière chose qui est très importante, c'est que ce personnage, donc Damien, eh ben, il est Mm. incarné, et le verbe est à mon avis approprié, bah, par toi-même. Oui, Et ça dit, ça aussi, bah, on va y revenir. Ça dit aussi beaucoup, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais juste, je voudrais parce je pense il y aura beaucoup de choses à dire sur ce film. Je rappelle donc qu'il sort le 2 juillet. Vous avez toutes les informations dans le descriptif. Mais c'est vrai que en faisant un peu une espèce d'historique de fiction, je dis bien de fiction,
qui travaillent sur, sur le Rassemblement national ou sur l'extrême droite, j'ai l'impression qu'il y a très peu de films qui ont questionné, comment je pourrais dire ça? Les satellites de l'extrême de du alors quand on dit l'extrême droite, généralement, on pense au Front national, puis bon, après il y a le Rassemblement national, même si c'est un peu la même Mmh. chose, plus ou moins. Pour moi, c'est la même chose. Après, il y a les satellites, parce que depuis quelques années, il y a les chaînes YouTube. D'ailleurs, dans le film, il y a un moment, on parle d'une chaîne YouTube. C'est un moment où j'ai beaucoup rigolé, mais c'est effrayant, mais en même temps, j'ai beaucoup ri. Mais là, c'est là où je veux en venir, c'est que ton film a cette capacité aussi à ne pas forcément s'attarder sur ce que l'on sait, ce que l'on connaît déjà, c'est-à-dire le Front National, voire le Rassemblement National. D'ailleurs, même les personnes ne sont pas citées, mais on les connaît, enfin, on les comprend, enfin, Marine Le Pen, Éric Mmh. Zemmour. Toi, tu t'intéresses à autre chose, et cette autre chose n'est pas forcément si minoritaire que ça. Et c'est là où le film, je pense, est véritablement dans le rôle du sismographe. C'est s'intéresser, donc Barre nationale, c'est voilà, s'intéresser à d'autres laboratoires de l'extrême droite Oui. qui, si on devait nommer les choses, et je n'ai aucun problème à les nommer, par exemple, une chaîne YouTube comme Frontières. Voilà. Mmh. C'est bien de s'intéresser à ça aussi et dire ce qu'il en découle de tout ça. Mmh. Bien sûr. Ouais, alors pour la question de Barrière Nationale, donc Barrière Nationale, en fait, ça a été construit avec donc un ami co-scénariste avec qui on avait écrit Barrière Nationale, qui était un court-métrage qui est aujourd'hui indisponible sur Internet. C'est l'équivalent de Génération Identitaire, en fait, qui est le groupe d'extrême droite, donc identitaire. Et l'identitarisme, en gros, pour être très rapide, c'est des personnes qui considèrent qu'il y a une civilisation blanche en Europe, qui basent leur politique là-dessus, et ils sont beaucoup plus frontaux dans leur manière d'aborder leurs idées. Ils les disent d'une façon beaucoup moins, avec moins de pincettes, quoi, on va dire. Ils sont beaucoup plus dans l'agressivité, le rentre-dedans, et surtout dans l'action concrète. Génération Identitaire était basée sur le coût de communication et c'est quelque chose dont j'ai voulu parler en fait dès le scénario d'un roman national. Mais effectivement, le film en fait se décale un peu des partis hégémoniques d'extrême droite. Alors, il y a aussi une question de budget et de moyens. Effectivement, on se met à une hauteur de structure sans grands moyens parce que nous-mêmes, on n'a pas beaucoup de moyens en fait dans la façon de faire le film. Donc, il y a aussi toute une réflexion là-dessus. Mais je considérais que c'était intéressant parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des groupes qui se multiplient et des sous-groupes de l'extrême droite qui commencent à arriver sur le devant de la scène. En fait, l'extrême droite, c'est un système idéologique qui est extrêmement complet avec beaucoup comment dire, de sous-groupes, de tendances, etc. C'est vraiment très intéressant à étudier. Mais aujourd'hui, en fait, on peut les découvrir beaucoup plus facilement, tous ces sous-groupes. Et donc, Barra National, voilà, il a quelque chose d'assez particulier. Et surtout, dans le film, on voit que ce groupe est en pleine mutation. Alors aussi, on peut en parler un peu plus tard si tu le souhaites, mais il y a toute une scène où, en fait, on voit la création d'un communiqué pour sans spoiler, défendre le groupe face à l'attentat qui a été commis par Damien Cordonnier pour se défendre de toute implication dans cet attentat. Et en fait, on voit les mutations, certaines mutations de l'extrême droite. Voilà. Je ne sais pas si ça répondait à ta question, tu me lançais un peu. Non, non, mais ça y répond un peu. Cette Oui, séquence est un peu particulière parce que si on pouvait, enfin, je sais pas si on pouvait peut-être se dire que le film est en 2 parties. Il y a la première oui, partie, c'est où on assiste à cette espèce d'évolution de ce personnage et puis il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire tout à donc fait. cet attentat meurtrier et puis ensuite on est dans une deuxième partie très lynchienne où il y a pas mal de choses qui se font, où tu fais aussi des contre-champs, c'est-à-dire où tu questionnes aussi comment, la gauche va recevoir cela et comment elle Oui. va réagir à cela. C'est et là, à un moment, la mise en scène devient une mise en scène de la parole et c'est assez passionnant. Mais dans la séquence que tu évoques, et bien, quand tu regardes, c'est très beau parce que enfin, c'est très beau. Je vais peut-être utiliser souvent des mots de ce genre-là, mais c'est d'un point de vue cinématographique pour le coup. C'est qu'il y a 3 personnages. Il y a quelqu'un qui est censé être celui qui, finalement, est la transition entre le Front national et le Rassemblement national, c'est-à-dire entre un parti qui Oui. a toujours été frontal et un autre qui dit: «Non, attention, les choses ont évolué, Hmm. il faut faire Oui. autrement, il faut dire autrement».
Et il y a donc non pas, il y a Papa Pierre qui est donc le youtubeur en question, qui s'appelle Papa Pierre, vous Oui, saurez quelle est la référence. Et puis il y a cette troisième personne qui est celui qui dirige ces Bernard Sabat, voilà. Et il y a cette espèce de triangulaire dit oui, dans la séquence même, il y a 3 rythmes différents oui. qui peuvent être. Et ça, cinématographiquement, c'est très intéressant, je trouve. Mm. Ouais, bien sûr. Effectivement, c'est bon, c'est des figures qui sont très archétypales. Le personnage de Papa Pierre, c'est un cliché ambulant total qui est un espèce de pot pourri de misogynie, de racisme, de xénophobie, d'identitarisme absurde, de stupidité aussi en un sens, mais aussi avec beaucoup d'intelligence parce que en fait, c'est un personnage qui, oula, il tente un saut, un personnage qui n'est clairement pas. C'est ma collection de Blu-ray qui va prendre cher. Le C'est un réel, le réel. c'est un personnage qui, oui, effectivement, est d'une vulgarité absolue, mais qui n'est pas stupide. En fait, aussi, je pense qu'un des trucs du film, c'est de dire qu'aucun personnage est débile. Il y a toujours un calcul de la part de ces personnes et c'est ce qui rend le film extrêmement cynique. Chacun a ses intérêts à défendre et ils les défendent, selon moi, extrêmement intelligemment. Euh, donc effectivement, le film va se concentrer en fait effectivement sur la question des mots, sur la question de comment la construction du réel se fait avant tout par la construction des mots, comment les mots ce que Bourdieu aurait pu appeler en fait la violence symbolique va structurer le réel et après permettre des exactions terribles. Et en fait, ce dont on se rend compte dans le film, sans trop spoiler, c'est que toute la construction idéologique qui est fabriquée par l'extrême droite, que ce soit dans le quotidien, parce qu'on voit les néofascistes dans leur quotidien, ou que ce soit à travers Internet, les médias, la structure des partis, etc., tout cela va permettre un certain type d'exaction. Et l'exaction du film, en fait, c'est un attentat contre une mosquée, ce qui est un événement extrêmement concret. Donc on passe à la question des mots, de l'abstraction des mots à quelque chose de très concret pardon, et de très réel. Je trouve que c'est assez terrifiant d'ailleurs dans le film. Il y a une espèce de décalage comme ça où on a voulu mêler des moments très verbaux et puis d'un coup des moments hyper concrets, directs, silencieux presque. Et je trouve que c'est extrêmement violent. Même moi, pour parler un peu juste de comment le film s'est fait en termes de mise en scène, juste pour donner un cadre à l'interview, je ne sais Je pas t'en prie, bien si je sûr. t'en avais Bien parlé. sûr. Euh, En gros, le scénario, pour être très rapide, moi je ne suis pas un aficionado de l'écriture scénaristique. C'est pas quelque chose dans lequel en fait je prends beaucoup de plaisir. Mais cette fois-ci, j'ai décidé C'est-à-dire les d'apprendre. dialogues, construire des dialogues, c'est ça dont tu veux dire? Euh, alors, non, vraiment, même la construction scénaristique, tout l'art de la D'accord. construction scénaristique. Alors, les dialogues, c'est encore pire. Moi, je supporte pas écrire de dialogue, en fait, et je pense que ça se sent dans le film parce que donc, juste pour revenir à la structuration, en Je t'en gros, prie. le film a été construit par bloc en fait. Donc il y avait le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3. Et en gros, à l'écriture, j'écrivais une séquence en me disant, il faut que cette séquence puisse être intéressante si c'était juste un court métrage qui sortait comme ça, n'importe où. Alors, finalement, il y a eu des mutations dans le scénario, etc. Mais c'était l'idée de base. C'est-à-dire on partait toujours d'un point A pour aller à un point Z. Et entre-temps, il fallait construire quelque chose d'intéressant, qui soit unique en lui-même. Et donc, en fait, le film a été construit comme ça, à partir de blocs différents. Donc, j'avais plusieurs idées, etc. Euh, Après, j'ai construit une chronologie globale de l'histoire. Donc, ce Damien Cordonnier qui arrive à Paris, qui va se construire idéologiquement, qui va faire la rencontre de Cédric Auclair, qui est le patron de Bar National, qui est un viewer de Papa Pierre et qui, en fait, un jour va faire un attentat dans une mosquée tout seul. Ça, c'est très important. Il va le faire tout seul. Et donc, tous ces gens qui vont se poser la question de comment est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il a fait, comment les gens vont réutiliser cet attentat à leur avantage. Et parfois, en fait, on arrive dans des champs qui sont complètement différents. Par exemple, le champ télévisuel. Donc, on va, voilà, bon, j'en dis peut-être pas plus, mais on va d'un coup arriver dans le champ télévisuel avec des nouveaux personnages. En fait, ce que je voulais, c'est que le film se renouvelle constamment, qu'il y ait un renouvellement constant et que en fait, le public puisse. Bon, là, je parle vraiment des aspects techniques, mais moi, ça me dérange pas de
Ça ne d'aborder dérange ça pas. frontalement. C'est important même l'aspect technique, hein. Bah, Parce que tu parlais ça, de oh, renouvellement, mais on va y ouais, parler, on va en parler de la renouvellement. Ouais. ça va enlever un peu de la magie du film, mais en fait, vu que c'est un film qui est très verbal, je savais qu'il fallait qu'en termes de mise en scène, visuellement et en termes d'action, il fallait que ça se renouvelle régulièrement. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de passer d'un champ à l'autre. Donc, on va avoir le champ télévisuel, on va avoir effectivement, comme tu l'as dit, la gauche, enfin, du moins des personnes de gauche qui vont réagir à cet attentat dans une séquence qui sort complètement de la narration globale du film. Et j'aime bien C'est ces scènes, en brutal. fait, qui sortent de nulle part. Ouais, c'est très brutal. C'est même brutal. Mais Oui, c'est un peu à l'image un peu du film. Pardonne-moi de t'avoir interrompu, j'en suis désolé. pas de Mais c'est souci. vraiment à l'image du film, c'est qu'il y a souvent des moments comme ça où tu as peut-être un ou deux, trois, 2 secondes peut-être de fond noir et c'est assez brutal. Il y a Oui, le cut est à l'image aussi ouais, de ce que l'on reçoit inconsciemment, cette brutalité, cette oui, dégueulasserie au niveau du cut des images, que cela oui. soit des images de la télévision, de Oui. tout quoi, d'internet et il y a un truc très fort au niveau de ça. Ouais, c'est violent. En fait, on voulait que le film. Donc, globalement, c'est pas une expérience agréable, ce film, on va dire. C'est pas la plus rigolote, mais on voulait vraiment une expérience violente. Nous, avec la monteuse avec qui je collabore, Maud Girard, on a été beaucoup marqués par le travail de Michael Haneke, Mmh. notamment la trilogie qu'il avait faite au tout début de sa carrière. Qui était une trilogie hyper expérimentale. Alors moi, j'aime pas tous les films dans cette trilogie, mais je la trouve très intéressante formellement dans ce qu'elle raconte, et on voulait un peu reproduire ça. Euh, mais en fait, ça c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu au montage. Moi, je voulais pas forcément cette brutalité, c'est vraiment venu après. Euh, mais justement, en fait, cette question du bloc, des différents blocs, ça a permis à construire le film d'une façon assez intéressante. C'est-à-dire qu'on arrivait sur le plateau et en fait, on tournait pas un film dans sa chronologie, on tournait une séquence. Et c'est-à-dire que le but, c'était pas de faire rentrer la séquence dans le reste du film, le but, c'était de créer la meilleure séquence possible. Donc, c'était assez passionnant parce qu'il y avait un renouvellement constant dans la manière de faire le film. Et surtout, ce que je voulais, c'était que le dispositif de mise en scène change à chaque séquence. Je filme jamais de la même façon la séquence précédente, etc. On change complètement de technique, de format d'image, de format de montage, etc. Il y a des vrais changements de rythme. Je voulais que, voilà, il y ait une espèce de j'avais envie de montrer la multiplicité d'images de notre époque. En fait, je pense que c'est ça un des grands intérêts du film, c'est qu'aujourd'hui, bon, il y a ce truc basique de dire qu'on est noyé dans un flot d'images interrompu. Bon, ça fait 20 ans qu'on dit ça, j'ai l'impression, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est considérablement accéléré, notamment avec l'arrivée des nouveaux formats verticaux sur les téléphones, ce qu'on a aussi retranscrit dans le film. Il y a une espèce de rapidité que moi je ressens en tout cas et que j'avais envie de retranscrire dans le film. Et c'est aussi une rapidité qui, pour moi, permet à des partis politiques de s'implanter. Je pense au TikTok de Bardella, par exemple, de Jordan Bardella. Je crois que c'était pendant les européennes, qui avait fait un buzz monstrueux et qui avait été un Exactement, outil politique exactement. hyper important. Mais parce que Exactement. aussi, ces TikTok s'insèrent dans la rapidité du flux de TikTok et en fait se rangent dans la même catégorie que d'autres vidéos qui ont un impact politique beaucoup moins fort. Euh, voilà, je pars un peu dans tous les sens navrés. N'hésite pas à me recadrer parce que Non, j'ai non, non. tendance à. Voilà. Non, 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 Euh, je t'en prie, tu me parles de TikTok et tu me parles de mise en scène de Bardel. Enfin, je pense qu'on est un peu dans le cinéma parce que moi, je me souviens de beaucoup de témoignages de personnes qui allaient voter Bardella aux élections européennes et qui disaient, parce qu'ils avaient vu ouais, enfin, ils ne le disaient pas de cette manière-là. ouais. Et bien évidemment, je ne suis pas en train de faire une espèce de, comment je dire, de dénigrement de leurs Oui, pensées, mais oui. absolument pas du tout. Enfin, je ne suis pas dans ça, mais il disait en gros que, et c'est très, très intéressant, je trouve, en tant que cinéaste ou critique de cinéma Oui, ou universitaire, sociologue, l'image, la puissance de l'image, de la mise en scène utilisée par le réseau Bardella sur TikTok, ça disait beaucoup plus que d'autres choses qui sont peut-être de l'ordre de la pensée. Et ça, en fait, c'est ça qui est très intéressant aussi avec ce film, c'est qu'à un moment, tu te permets, toi, l'auteur, même si tu es comédien, mais on va beaucoup parler de ça aussi, de toi en tant d'accord. que comédien, de confronter, que cela soit Papa Pierre, Cédric, mais aussi le personnage principal, au réel.
Et à un Oui. moment où il se retrouve face à la séquence extraordinaire, il y en a deux, hein. Il y en a une que tu viens d'évoquer, c'est c'est la séquence où ils sont tous les trois, le responsable de la communication, Papa Pierre et Cédric. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Qu'est-ce qu'on fait de ce réel Oui, qu'on n'a pas vu oui, venir? bien sûr. Et le film, j'ai l'impression, pose énormément cette question de la mise en scène. La Oui. mise en scène. Mm. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, là-dedans. Bien sûr. Je pense que déjà dans mon travail, j'ai une volonté de réel. Euh, Dans ma façon de travailler, la partie que j'aime le plus, enfin une des deux parties que j'aime le plus, pour moi, c'est... Alors j'adore tourner, hein, évidemment, mais il y a deux parties que j'aime particulièrement, c'est les recherches pré-tournage et le montage. Parce que c'est deux moments où je vais pouvoir être posé et dans les deux cas faire des recherches et dans les deux cas vraiment prendre le temps de réfléchir, etc. Euh, Évidemment, l'emphase avec le réel, elle est très importante. Je pense que déjà, c'est d'un point de vue politique, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat à avoir sur la notion de réel, de réalité, d'emphase avec l'actualité, de ce qu'il se passe réellement. Aujourd'hui, il y a une négation du réel qui est assez terrifiante, mais là, on rentrerait voilà, dans des considérations politiques qui seraient longues à développer, mais je pense qu'il y a de ça. L'extrême droite est dans la négation constante du réel. Elle refuse, déjà elle ment continuellement, elle ment dans les chiffres qu'elle donne, elle ment dans les informations qu'elle donne, elle ment dans l'idéologie qu'elle fabrique, elle refuse de dire que cette idéologie est une idéologie fantasque basée en fait sur une espèce de magie ou une espèce ouais, je pense que le mot fantasme, en fait, c'est le plus adapté parce que je pense qu'il désire profondément la réalité qu'il fabrique. Euh, mais voilà, il se complaise dans cette espèce de réalité où tout est très simple, en fait. Et en fait, dès que l'extrême droite se retrouve face à, en premier lieu, des travaux scientifiques, donc de sciences humaines ou même de sciences tout court, ou même face à la réalité du monde, et ça aussi, c'est un des sujets du film, c'est que euh, par exemple, un attentat d'extrême droite. Donc, Damien, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que déjà, c'est un personnage qui n'existe pas dans la vraie vie. Pour avoir du coup lu beaucoup sur les terroristes d'extrême droite, euh, ils ne sont jamais aussi directs que Damien ne l'est. Damien, il dit, moi, j'ai assassiné. Je veux être emprisonné parce que je considère que, en fait, on doit me juger, etc. Et j'ai envie de partager mon idéologie au monde. Je ne vais pas me suicider parce que, en fait, souvent, dans ces cas-là, les personnes se suicident ou alors refusent de parler, tombent dans le silence, etc. Lui, non, il dit non, non. En fait, moi, j'assume ce que j'ai fait. Et en fait, l'extrême droite, pour s'arranger, va au contraire dépolitiser son acte, dire que en fait son acte n'a rien à voir avec le camp politique dont il prétend être peut-être le représentant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, quand il y a un attentat d'extrême droite, en général, Marine Le Pen le condamne. Elle le condamne parce que cette condamnation va faire office de dépolitisation de l'acte. Elle va dire, en fait, ce type n'a rien à faire avec nous, ce type est un fou, ce type a mal compris ce que nous disions, et pourtant, si on fait une analyse du discours des terroristes d'extrême droite, on se rend compte qu'en fait, ils empruntent tout au parti hégémonique d'extrême droite, enfin, il n'y a absolument aucune invention, c'est le champ politique qui leur a permis de mener à bien leurs desseins violents. Euh, donc oui, il y a une vraie réflexion sur la notion de réalité, et je pense que ça passe en fait par comment dire, une mise en scène du réel. Il y a des moments qui sont vraiment à une frontière très très floue entre la réalité et la fiction. Je pense à une séquence où en fait le personnage de Damien, donc moi-même en fait en tant qu'acteur, j'ai fait du tractage dans la rue dans mon propre rôle, et en fait je tentais d'aborder des gens pour parler de l'extrême droite, etc. jusqu'à que je tombe sur ce couple de personnes âgées en fait complètement Retraité, racistes. retraité, ouais, retraité, si je me trompe pas, ils sont Ouais, retraités, je ouais, crois. tout à Elle fait. le dit à un moment, elle dit qu'elle Ouais, était, ouais. retraitée, ouais. Retraités, tout à fait, et qui, de tous les deux, je crois, sont d'anciens votants, enfin même des votants FNRN. Et en fait, ça pose beaucoup de questions en fait pour un public. Et j'ai hâte d'entendre d'ailleurs les retours vis-à-vis de ça, c'est que comment dire, ça met le curseur à un endroit qui est assez intouchable en fait. Lorsqu'on regarde le film, on comprend pas si c'est des gens qu'on a embauchés pour jouer le rôle
des personnes piégées par une caméra cachée ou si c'est une vraie caméra cachée, etc. Moi, j'avais envie qu'on ait une sensation de réel dans cette scène et qu'on sente que moi, en tant qu'acteur, je fais une séquence en caméra cachée. Parce que ce film, en fait, c'est une vraie expérience. Pardon, moi je l'ai conçu comme une expérience cinématographique, en tout cas, un moyen d'expérimenter des techniques de mise en scène à l'écran. Et c'était assez intéressant. Après, vis-à-vis de mon interprétation du rôle, parce qu'en fait, je pense que ça creuse le flou encore plus dans le film. C'était pas de base, je devais pas l'interpréter le rôle. En fait, je cherchais un comédien pour interpréter ce personnage que j'avais en fait écrit par rapport à moi-même. Enfin, en fait, quand j'écrivais le film, je me suis dit comment est-ce que je rends un personnage profondément ambigu et en même temps extrêmement réel. Et ben, je me suis dit, bah, tout simplement, je vais l'écrire comme moi. C'est-à-dire que, à la différence de ne pas, enfin, à la différence de ne pas être de gauche, ce personnage, c'est tout moi. Vraiment dans sa. Bon, là, on dirait pas parce que je suis rentré dans un rôle de réalisateur, mais j'ai une certaine timidité à l'oral. J'ai des, comment dire, j'ai une difficulté à m'imposer par moment. Avec mon corps, j'ai quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise, Oui, etc. Donc en fait, j'ai mis beaucoup de moi. oui, mais quand ça parle cinéma, on est plus timide. Oui, oui, voilà, c'est ça, exactement. Je suis plus timide du tout, mais j'ai quand même ce Exactement. truc-là un peu. Et en fait, tout simplement, au bout d'un moment, quand on faisait le casting, on a casté plusieurs hommes, et en l'occurrence, je trouvais personne, enfin, comme je l'avais imaginé, parce qu'en fait, il était trop proche de moi. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon, vas-y, je vais le faire. Et en fait, je suis content de ce choix. Déjà techniquement, ça facilitait beaucoup de choses. Et ensuite, je pense que ça creuse un doute et une ambiguïté qui est intéressante dans le film. Et en dernier lieu, par rapport à cette mise en scène du réel, je pense que ce qui me plaît le plus sur un plateau, c'est les répétitions avec les comédiens et comédiennes et la mise en improvisation d'une scène. Et en fait, je prends jamais autant de plaisir que de voir des comédiens qui improvisent par rapport à un texte qui leur a été donné. Donc plutôt, je disais qu'en fait, moi, les dialogues, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce que je fais quand j'écris un scénario, enfin quand j'ai écrit ce scénario, en tout cas parce que j'en ai pas écrit beaucoup dans ma vie, j'écris des dialogues assez grossiers, en fait, même pas très bien écrits, mais qui en fait partent d'un point A et encore une fois arrivent à un point Z. Il y a des éléments de langage que je mets, des choses que je trouve importantes, etc. Mais en fait, c'est des dialogues qui sont très théâtrales. Et en fait, après, j'arrive vers les comédiens et je dis, bon, les gars, on reprend tout, on refait tout de A à Z, on reconstruit la scène par rapport à ce qui sort en répétition, etc. Et après, je veux qu'au moment du tournage, et ben, en fait, vous vous lâchiez, vous balanciez tout. Et ça donne des moments de cinéma qui sont vraiment mais géniaux, quoi. Enfin, par exemple, cette séquence en plan séquence, parce que initialement elle est en plan séquence, donc c'était un plan séquence de 20 minutes, je crois, voire 25 minutes, où il y a trois fascistes qui écrivent un communiqué de presse et qui s'engueulent dans une salle. C'était un moment génial de voir trois comédiens qui s'éclataient autour d'un texte et qui surtout fabriquaient, créaient. Et les plus beaux moments d'improvisation, en fait, ils arrivent dans les moments où les comédiens se perdent dans leur texte. Et en fait, il y a une tension qui commence à se créer. Donc, dans des scènes de tension comme ça, c'est absolument essentiel parce que ça va apporter de la crédibilité dans la construction des personnages. Et effectivement, les acteurs s'énervaient vraiment de se perdre dans le texte, etc. Et ça rajoute à une tension ambiante qui rajoute au réalisme de la scène. Et je pense que le film n'aurait pas été ce qu'il était s'il n'y avait pas eu cette qualité de jeu de la part des comédiens et comédiennes. J'ai travaillé avec une extraordinaire directrice de casting qui a vraiment trouvé des comédiens et comédiennes incroyables. Et vraiment, enfin, le travail qu'ils ont mené est assez dingue. Voilà. Mais est-ce que, pour être un peu simpliste dans Oui. l'analyse, est-ce que le fait de voir ces comédiennes et comédiens évoluer dans ton film, c'est une promesse d'un monde que le sujet du film ne veut pas voir finalement, et qui fait que toi, cinéaste, tu aimes travailler avec cette promesse, c'est-à-dire les comédiens et les comédiennes qui te promettent un monde. C'est-à-dire qu'ils me promettent un monde dans quel sens tu entends C'est-à-dire ça? que, c'est-à-dire que tu me disais que tu es, il y a quelque chose de très stimulant et de passion comme ça à faire travailler des comédiennes et des comédiens, et que leur manière de jouer, leur manière de
pousser jusqu'au bout cet art qu'est le cinéma, bah, c'est une manière aussi de militer, de contredire, de combattre le sujet que tu vas questionner, voilà, qui est l'extrême droite. Et le fait de les voir être incarnés, c'est une manière aussi, de par ce qu'ils font, même s'ils jouent des personnages d'extrême droite, peu importe, on s'en fout. C'est vraiment de ce qu'ils sont, de comment ils le font. Bah, donc de cette stimulation, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle, et bah, c'est une manière aussi de dire, bah, de contredire le sujet que tu es en train de questionner par le prisme du cinéma. Est-ce que, voilà, c'est une question un peu effectivement cérébrale, je l'entends, mais est-ce que ce plaisir Oui. de travailler avec eux, avec ces personnages, enfin ces corps importants, est-ce que ça fait partie de ça aussi, de ce processus de création? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est donc il y a une séquence où on voit des militants de gauche débattre autour de questions morales vis-à-vis de leur manière de réagir à l'attentat. Je pense que je suis assez abstrait en disant ça. Moi, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire avec les comédiens et comédiennes, c'est la façon dont Yale défendait en fait leur point de vue, Mmh. leur idéologie. Et en fait, donc on a tourné cette séquence en 4 prises avec 2 caméras, du coup, qui filmaient sous 2 axes différents. Ce qui était assez saisissant, c'était vraiment moi, ce que j'adore, c'est quand en fait un comédien va s'énerver, va vraiment s'énerver pour défendre la cause qu'il veut défendre. Et ce que j'ai trouvé en fait extrêmement beau. Donc, déjà pour les militants de gauche, je trouvais ça très beau la façon qu'ils avaient de défendre leur point de vue dans cette espèce de débat complètement électrique qui est filmé. Mais ce que j'ai trouvé encore plus beau, c'est la façon dont les comédiens qui interprètent les fascistes, les néo-fascistes, défendent vraiment leur point de vue, mais avec une intensité mais remarquable, et surtout avec une, comment dire, en fait, c'est très paradoxal parce qu'ils se mettaient à fond, ils se sont renseignés sur le sujet. J'ai pris des gens aussi avec une certaine culture politique, donc en fait, même avec une grande culture politique, tout simplement, je sais pas pourquoi je dis certaine, avec une grande culture politique, et comment dire, à la fois leur précision faisait que leur personnage n'en devenait que plus passionnant. Ils allaient au-delà, bien au-delà de comment j'avais écrit les personnages et comment je leur avais présenté les personnages. Et en même temps, cette précision faisait que, en fait, ils déconstruisaient en même temps tout l'arsenal théorique de ces personnages. Donc en fait, ils sont dans un double jeu de, entre guillemets, magnifier leur personnage et en même temps le détruire de l'intérieur parce que on voit les absurdités des personnages, on voit les hypocrisies des personnages, on voit tout l'arrivisme du personnage. Je ne sais pas si tu es allé jusqu'à la séquence post-générique. Il y a une séquence post-générique, je ne sais pas si tu l'as vue. Donc jusqu'au bout, on en rajoute dans le film. Alors là, pour le coup, aux spectateurs et spectatrices qui découvriront le film, je vous invite à regarder jusqu'au bout parce qu'il y a une séquence À la de fin. Marvel, tu sais, depuis que Exactement. Marvel est arrivé, maintenant on fait, même si on est né en 1952, on va regarder les films jusqu'au bout, tu sais, Bah, Marvel, trop bien. c'est comme ça. Bah, il faut regarder jusqu'au bout, déjà pour le générique. Exactement, Déjà exactement, pour les personnes qui ont travaillé dessus, déjà c'est pour faire rester les gens jusqu'à la fin que j'ai fait ça. Et ensuite exactement, parce tu que as c'est entièrement très raison. drôle d'enfoncer le clou jusqu'à la fin de ce film qui est difficile à regarder, mais que j'espère les gens le regarderont avec plaisir tout de même. Et donc, je me permets de dire à certaines personnes, n'allumez pas les salles de projection quand le film vient de terminer. Non, le film n'est pas terminé. Restez jusqu'au bout, Oui, jusqu'à c'est la ça, fin. C'est la quatrième de couverture. Voilà, le exactement. générique prouve que le cinéma est un art dans lequel Oui, il y a des gens qui sont vivants et qui font vivre ce film. Voilà, je referme tout la à fait. parenthèse. C'est important. Exactement, bah, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est très important de dire ça. Mais du coup, effectivement, le film est en fait est jusqu'au boutiste dans la création de ces personnages. Donc, comme on l'a dit, jusqu'à la fin. Et je ne sais pas si ça répondait à ta question, mais en fait, pour moi, l'essentiel, en fait, il tient là-dedans. C'est la façon dont un comédien ou une comédienne va défendre son personnage jusqu'au bout, va rentrer dedans à fond, pas dans une logique de l'acteur studio comme on l'entend en fait originellement, mais vraiment, pour le coup, dans le cas de ce film, vraiment d'un point de vue de création idéologique et de cohérence idéologique. Euh,
Moi, il y a une très belle improvisation il y a tellement d'improvisation dans ce film. Vraiment, je pense que 80% du film, c'est que des improvisations. Il y a très peu de répliques que j'ai écrites qui ont été gardées sur le plateau. On en rigolait beaucoup avec l'équipe d'ailleurs. Mais il y a un très beau moment dans la séquence des antifascistes où une des antifascistes, donc une des militantes de gauche qui est antifasciste, va parler de son passé avec l'extrême droite enfin ça, à chaque fois quand on était en montage, ça me mettait les glandes. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, j'étais ému à cette réplique-là parce que je sais pas, d'un coup, il y a un vrai sentiment de réel, il y a un vrai vécu du personnage qui sort de nulle part et je sais pas, je trouve ça très beau. Voilà. Oui, mais Et- oui, mais alors attends, il y a quelque chose quand même qui est assez passionnant, enfin, je pense, toujours en termes de cinéma, donc de processus de création. Je suis très à cheval là-dessus, hein. Je pense qu'il oui, est important, de parler de mise en scène. C'est ce qui va renforcer, je crois, oui, je suis peut-être naïf, mais j'y crois, au geste politique du film. C'est qu'il y a un moment, heu, si on ne sait pas, enfin, comment dire? Si on n'a jamais vu, le cinéaste du film Un roman nation, on ne sait pas à quoi ressemble oui, ce cinéaste. Donc on a un acteur qui incarne un personnage qui s'appelle, voilà, Damien Cordonnier. Et bien à un moment, on sait que on le sait parce qu'il en a parlé, puis il en a parlé avec Cédric, puis Cédric en parle avec lui. Il va se passer un truc qui fait que ce Damien va dire quelque chose lors d'une manifestation, une manifestation, pour aller très vite, pour synthétiser, une manifestation pleinement de gauche. Et il va dire, il va balancer les noms, si je ne me trompe pas, de toutes celles et tous ceux qui ont été, assassinés pendant l'attentat terroriste du Bataclan. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. oui, 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 Voilà. oui. Tu veux dire oui, oui, tout à fait. Quand Voilà. il parle de créer un coup de com, en fait. À coup de com Euh, ouais. et donc on voit donc le Damien, donc le personnage de fiction, Damien, qui arrive Oui, comme ça, la séquence est filmée en gros plan, serré, mais on devine que bon, l'arrière-plan est réel, dans le sens où on devine de par la gestuelle, l'attitude, le comportement, qu'il y a quelque chose qui fait que la fiction s'est emparée du réel à ce moment-là. Et puis quand on sait que le personnage de Damien est joué par le cinéaste lui-même, c'est intéressant ça, parce que c'est un corps différent. Enfin, c'est très intéressant tout ça, parce Mm, que le film parle de ça aussi, de mise en scène. mm, Bon, le personnage Damien finit par renoncer à faire ce qu'il devait faire pour mm, plein de raisons, et je pense qu'il y a une raison particulière qui est, enfin, importante, qui est celle de, bah, il n'y arrive pas parce qu'à ce moment-là, plein de choses font qu'il n'y croit pas en mm, ce geste-là, la peur aussi, plein, voilà. mm, Et c'est très intéressant, je trouve. Et là, je vais sortir vraiment du contexte. Parce que je n'ai retenu que, en fait, à ce moment-là, je ne vois pas Damien. Je vois Bicente voler. Comment faire que ce corps de fiction mm, va faire ce qu'il a à faire dans dans un territoire du réel? mm, C'est pas évident, je pense. Et je me mm, suis posé cette question. Je pense que si j'avais été moi, et je me suis même permis, du quatrième mur, c'est que je me suis dit: «Si moi-même j'avais été cinéaste et que je devais faire un film sur ça et qu'à un moment je joue le rôle de ce personnage, d'extrême droite, est-ce que j'aurais eu le courage en tant que personnage de fiction d'avoir suffisamment confiance au cinéma pour pouvoir dire ce que j'ai à dire dans un milieu documentaire? Je ne sais pas. Et mm, je vois qu'à un moment, le personnage rebrousse, enfin, se dit: «Non», mm. mais je ne vois pas le personnage dire non. Je vois en fait Bicente dire: «Là, on va trop loin et on Ouais, sort». Et moi tout ça, ça c'est- m'intéresse parce que voilà, c'est des questions de cinéma et je trouve ça f et peut-être que j'ai tort, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais voilà. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. J'avoue que c'est des questions que je me suis pas trop posées, pardon, parce qu'en fait, enfin, je le savais. Enfin, on en avait discuté avec l'équipe, etc. Mais je savais que ce serait difficile de réaliser et en même temps jouer. Même si je délègue beaucoup à mon équipe, je prends beaucoup l'avis qu'il y a autour de moi sur un plateau et c'est pas du tout un souci. Je suis pas du tout autoritaire et borné sur ma vision. J'aime bien qu'un plateau soit un endroit où en fait je suis dépossédé
ma mise en scène, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, évidemment, j'ai toujours un contrôle total sur ce qui se passe et surtout sur un projet amateur et bénévole comme ça, parce qu'il a été fait sous bénévolat, ce film. Je pense que c'est aussi important de le préciser. J'allais t'en parler, Ouais. j'allais te poser la question après sur Ouais. l'économie de ce film. Du coup, voilà, il y a très peu de recul. Donc, en fait, pour être tout à fait franc, moi, c'est des questions que je me suis pas posées. Par contre, ce qui m'intéresse dans ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est des questions que toi, tu t'es posées en fait en tant que spectateur du film, parce que ça, enfin, pour moi, du coup, ça témoigne que toute cette réflexion qui est mise en place sur la question du réel et aussi sur la question, parce que pour moi, je trouve que moi, un des trucs qui m'agace le plus avec l'extrême droite, c'est le côté acteur, c'est le côté on se met en scène, il y a un côté très clownesque, il y a un côté en fait qui est de l'ordre de presque de la métapolitique. Bon, c'est un terme qui est pompeux, mais que j'aime même pas moi-même, donc je ne sais pas pourquoi je l'utilise. Mais ce qui m'insupporte, c'est oui, cette mise en scène, cette fausseté qu'il y a chez les dirigeants et dirigeants d'extrême droite ou les militants et militants d'extrême droite, c'est-à-dire entre leur personnage public, donc le personnage du militant FNRN, bien dans ses bottes, qui en fait n'est pas raciste, qui est bienveillant, etc. Et puis en off, le raciste, hein, tout simplement, celui qui assume son idéologie, celui qui rigole de son idéologie, celui qui n'en a rien à foutre d'autrui et qui peut même se révéler être violent dans certains cas. Euh, et je pensais que le seul truc pour le coup sur lequel j'ai réfléchi, c'est que je me suis dit, en jouant ce double rôle de personnage et en même temps de technicien, en fait, de réalisateur, etc., ça va encore plus brouiller la frontière du réel. Et c'est intéressant que tu aies dit que dans cette séquence, lorsque Damien refuse de faire ce qu'il souhaite faire, tu te sois décalé en fait du film. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et on me l'a reproché, enfin, certaines personnes de l'équipe me l'ont reproché, mais je ne suis pas forcément en fait partisan d'une expérience cinématographique si immersive que ça. J'aime bien aussi par moments décaler le public, et le remettre dans sa position de public et le remettre dans une position de public qui regarde un documentaire. Moi, c'est une position que j'apprécie énormément quand je regarde un documentaire, c'est que je ne vais pas du tout être dans la même croyance que j'ai dans la fiction. Alors évidemment, j'ai cette position-là parce que je suis un passionné de cinéma, particulièrement de cinéma documentaire. J'ai regardé beaucoup de films documentaires, qu'ils soient dans une mise en scène que je dirais fictionnelle ou non, des films documentaires très abrupts, par exemple à la Raymond Depardon, c'est le premier Ouais. qui me vient en tête. Mais justement, cette position d'être devant un film de Raymond Depardon, j'avais envie de la reproduire dans ce film-là. Et je pense que justement ce système de montage que tu as relevé avec des cuts extrêmement violents, des coupes au noir extrêmement violentes, des ellipses extrêmement violentes, un style de montage assez abrupt, etc. Et globalement le film qui est très abrupt, je pense que ça participe à toujours mettre le spectateur en fait sur un fil, comme s'il marchait sur un fil. C'est parfois il penche vers être possédé par la fiction et parfois il va revenir il va se regarder dans une espèce de réflexivité de spectateur où il va se voir dans son propre rôle de spectateur. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais tout simplement décalé du côté fictionnel, quoi. C'est très Voilà. clair et puis ça me pousse à te poser une question peut-être un peu provocatrice, mais peu importe. Est-ce que tu as de l'empathie pour Damien? Oui, Je oui, te oui. pose cette question parce qu'après, il y a toujours, il serait inconvenant de ma part de ne pas poursuivre en te demandant après la question de te donner un Oui. exemple de ma question. Je te donnerai après l'exemple. Mais je me pose, moi, moi, ça ne me dérangerait pas, en fait, parce que je l'ai trouvé intéressant, en fait, ce personnage. Ouais. Donc, est-ce que tu as de l'empathie pour ton personnage, pour Damien? Alors, je pense que j'ai l'impression que j'ai très peu de frontières avec ma façon d'être dans la vie, ma façon de ressentir les choses et la façon que j'ai de ressentir mes personnages. Moi, j'ai un rapport qui est très réel et concret à mes personnages parce que, comme j'ai expliqué, ils se construisent face à moi en répétition. Donc, en fait, ils passent très vite du papier à l'humain.
Et voilà. Et je ne peux pas écrire un personnage pour lequel j'ai pas d'empathie. C'est impossible pour moi de détester un personnage, comme ça peut arriver dans certains films. Et franchement, ça me met mal à l'aise dans certains films quand un ou une cinéaste va haïr profondément son Ouais. personnage. Euh, et en fait, bah ça n'a, enfin, si en même temps ça a un lien. Récemment, il y a un philosophe qui s'appelle Geoffroy de la Gannerie que j'aime beaucoup, qui a Oui. sorti un livre en fait sur la pénalité, que j'ai trouvé un livre que j'ai trouvé au demeurant passionnant, plein de réflexions que je considère inabouties, plein de réflexions au contraire extrêmement brillantes qui sont en fait des réflexions pour l'abolitionnisme pénal. Et il dit quelque chose qui est assez intéressant. Il dit que le cinéma, c'est un art qui est profondément... alors, je ne sais plus s'il dit abolitionniste. On va dire qu'il dit abolitionniste parce que je pense que c'est le fond de sa pensée. Parce que, en fait, un film ne peut pas être pro-pénal parce que, vu qu'on suit des personnages dans leur intimité, même si ce sont des salauds, on va toujours comprendre les raisons qui les ont menés à leur acte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a de l'empathie pour tous les personnages dans des films. Il y a des personnages qu'on voit comme des immenses salauds parce que ce sont des immenses salauds qui ont des actes de salauds. Mais ça veut aussi dire que parfois, et souvent même, on a des éléments de contexte qui vont nous permettre de juger le personnage autrement que par l'acte mauvais qu'il a généré. Euh, voilà, et Oui. ça, c'est ça. Oui. Quand la Gannerie a parlé de ça à propos d'Anatomie d'une chute, il fait une analyse brillante d'Anatomie d'une chute où il explique que c'est un film qui est profondément abolitionniste parce que en fait, le film ne va pas individualiser le problème dans la personne du personnage de Sandra Hüller, mais va expliquer au contraire tout le contexte qu'il y a autour de Sandra Hüller, ce qui est une perspective qui est sociologique. Parce qu'en fait, on va pas du tout partir de l'intime, de la psychologie d'une personne. On va partir. Alors, on peut parler de la psychologie d'une personne, mais on va aussi parler du contexte. Et en fait, le contexte dans Anatomie d'une chute, c'est les problèmes avec le mari, le chalet dans lequel il s'enferme, Oui, mais ça etc. justifie pas. C'est Non, pas ça un justifie élément de pas. juste. Bah, en Non, fait, non. c'est très, j'ai envie de te dire, c'est très Fritz Lang, c'est très Chabrol. Oui, Fritz Lang avec L'invraisemblable vérité, et Chabrol oui. avec Masque, Que la bête meurt, qui est un film horrible, où Je l'ai pas vu. On sait que Jean-Yann, je spoil pas, hein, on le sait dès le Ouais, début, donc il y a rien, ouais. il y a aucun problème. C'est terrible le mot spoiler. Fut un temps. Je dis, moi, alors, on sait tous que, enfin, je suis pas pour C'était mieux qu'avant, mais c'est dur de parler d'un film sans, sans tout dire. Voilà. Mais en Oui, tout cas, voilà, que la bête meurt, il y a un personnage qui est, qui est plus que désagréable, qui est horrible, qui est incarné par ouais. Jean-Yann. Mais il y a un truc par rapport à Chabrol, qui est le digne héritier de Fritz Lang, qui est de contextualiser sans justifier. Oui, bien Et ça, sûr, c'est bien je sûr. trouve ça fascinant, c'est important parce que ça nous permet Ouais, que le film dialogue avec nous, en fait, avec bien toi, sûr. avec moi. Et Mmh. sans justifier ni excuser, en fait, là, si on faut aller Oui, plus loin. Et c'est pas on pourrait me dire que c'est un langage de droite de dire ça parce que c'est souvent la façon qu'ont les politiques d'attaquer la sociologie, c'est-à-dire de dire oui, votre sociologie en fait permet d'excuser. Non, c'est pas la question. Moi, j'excuse si je veux un acte, en fait, mais c'est quelque chose qui me regarde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'acte dans sa globalité. Et forcément, moi, je vais tout. Enfin, en fait, même personnellement, dans mon vécu, j'ai toujours de l'empathie pour les gens, même quand ils m'ont fait quelque chose que je juge mauvais. En fait, je vais toujours avoir de l'empathie, de la compréhension, etc. Et en l'occurrence, pour revenir à Damien, Damien est la synthèse de... Alors, c'est quelqu'un que je trouve intéressant politiquement parce qu'il assume et affirme son idéologie. Et aujourd'hui, je pense que c'est une qualité d'assumer et d'affirmer son idéologie. Et c'est une de mes analyses de l'extrême droite, ou plutôt une de mes façons de penser extrême droite, mais je dis toujours, et je continuerai à le dire, je préfère un nazi en fait qui a une croix gammée sur le front qu'un nazi qui a une croix gammée sur la cuisse, mais qui la cache ouais, avec un pantalon et qui va se je faire comprends passer très bien. pour un militant antiraciste. Je comprends très Parce bien ce que que, tu veux dire. parce que en fait, Frontalement, bah, en frontalement. fait, il n'y a pas il ne se cache pas. Et Mmh. au moins, il se catégorise. Alors, ça ne veut pas dire que forcément, le nazi avec la croix gammée sur le front, il risque d'être plus violent que l'autre avec la croix gammée cachée. Mais quand même, moi, je trouve qu'il y a une perversité à cacher sa véritable idéologie, en fait, à la dissimuler. Et c'est vraiment un des sujets centraux du film. Cette question de la dissimulation, et notamment de la dissimulation de l'extrême droite, qui est un outil politique extrêmement puissant. Et aujourd'hui, on n'est même plus dans l'ère
l'ère de la dissimulation, on est dans l'ère de l'inversion. Là, le FNRN qui a été invité par Netanyahou en Israël, mais on croit marcher sur la tête quand même. Le FNRN est un parti antisémite. Est-ce qu'il faut le rappeler aujourd'hui? J'ai l'impression que oui, visiblement. Donc aujourd'hui, on n'est même plus dans la dissimulation. La dissimulation, c'est fini. On est dans l'inversion. Maintenant, ils se réapproprient des idéologies qui ne sont pas les leurs, des façons de penser qui ne sont pas les leurs. Donc ça, c'est extrêmement dangereux et c'est assez inédit, je trouve. Enfin, pas inédit, mais en tout cas, là, ça commence à devenir très vulgaire. Alors, je ne sais plus où j'en étais par rapport à tout ça. Oui, l'empathie vis-à-vis d'Amiens. Oui, Ça j'ai reste Pardon, je suis désolé de pas de souci. t'interrompre, mais enfin, comment dire, je ne vais pas mettre en avant l'âge que j'ai, mais j'ai 48 ans et ça reste un peu inédit pour moi, comment dire, ayant eu 10 ans dans les années 80, vivant à Saint-Cloud, c'est-à-dire l'endroit Oui, où était le Front National. C'est quand même un peu inédit hein, ce qu'on vit là, j'ai ouais. envie de te dire. Donc, Oui, alors, je sors un peu du cinéma et j'en suis fort désolé parce que je déteste faire non, il ça. n'y a pas de souci. Mais juste pour rebondir, non, ça reste quand même un peu inédit. Hein. Ouais, pas de souci. Alors, C'est ça quand même l'est. inédit. Ouais. Ça l'est. En fait, je disais ça dans le sens où, dans l'histoire, il y a déjà eu des cas de dissimulation et d'inversion. Et je pense à une des plus connues, et désolé, je vais faire un point Godwin, ça y est, on y est. C'est le NSDAP, Oui. le Parti national socialiste, qui se dit national socialiste, alors, et donc surtout socialiste, mais qui n'a rien de socialiste, en fait. C'était vraiment de la dissimulation et un vrai calcul politique. Mais aujourd'hui, ça devient grossier et surtout, ça se mondialise, cette façon de faire. Bref, et donc du coup, Damien, effectivement, j'ai de l'empathie pour lui parce que Damien, c'est moi. Il y a une séquence, pour le coup, j'ai pas envie de la spoiler, mais où du coup, on voit des parties de moi, des choses très intimes de moi, de Ah, ma vie. Oui. alors, alors est-ce que ce serait ouais, bon, est-ce que parce que moi Bon, j'ai l'occasion. disons-le, c'est bon. Bah, il y a deux séquences que je trouve extraordinairement belles. Il y en a une qui est belle, mais qui est belle à l'intérieur de quelque chose qui est un peu effrayante. Et il y en a une seconde qui est belle parce que, mais qui sort de ce contexte-là. Encore que la première dont je parle, c'est la séquence où Damien, à un moment, avant de faire ce qu'il va faire, Oui, se filme. Et puis il y a un moment fascinant, c'est que encore une fois de plus, je dis quand je dis de choses de ce genre, c'est cinématographiquement parlant, c'est que il se filme oui, en train de dire quelque chose. Et, et bon, le réel, encore une fois de plus, le réel, parce que c'est ça le film en fait. C'est comment le réel prend le dessus sur toutes ces fictions qu'on voit et qui oui, sont juste nauséabondes. oui, Bah, le réel, prend l'apparence du papa. Et je pense que c'est pas anodin que ça soit le papa. Ne serait-ce que dans le cinéma, le rapport au père est voilà, très particulier. Mais le papa appelle son fils et lui demande comment ça va, comment ça se passe, les études, tout ça et tout. Et donc, il arrête d'enregistrer ce qu'il est en train de dire, qui est assez effrayant. Et on le voit, et c'est un moment magnifique. C'est une séquence où donc on voit Damien derrière la caméra. La caméra, elle nous filme nous, parce qu'en fait, il était face à l'objectif, mm, mais lui, il n'est plus face à l'objectif, oui, il est derrière l'objectif. mm. Il est en train de dire des choses que n'importe quel jeune adulte de son âge dirait à son père ou à sa mère au téléphone. Mm. Et ça, c'est le réel. Oui. Ouais, il y a un. Et ce moment-là, je le trouve, me concernant, je trouve que c'est peut-être même bizarrement le plus beau moment du film. Le plus D'accord. beau moment du film, je trouve. Bah, c'est un des moments les plus humains, finalement. Bah Au voilà, milieu d'un c'est ça, film qui est inhumain, d'un coup, il c'est y a ça. un. Et, enfin, moi, je pense que Damien est sincère. Enfin, il y a vraiment une sincérité dans cette séquence-là. Et je pense que, il y a une espèce de schizophrénie entre son lui politique et son lui. Ce qu'il est humainement, en fait. Je pense que là, d'un coup, on accède à qui il est humainement, en fait. Bon, il y a ce rapport à. Je ne vais pas parler de la banalité du mal parce que c'est un concept avec lequel j'ai du mal, mais en tout cas, je voulais montrer comment parler de ça sans. Parce que c'est un Je vais, sujet qui est extrêmement complexe. Oui, je peux me permettre, je oui, vais juste dire un truc qui est totalement surréaliste, que je vais te dire. oui. C'est comme si à ce moment-là, le cinéma, dans son essence même, disait à Damien, arrête, Hmm. arrête, Oui, oui, oui. viens vers nous, viens vers Ouais, moi. oui, oui. Et
voilà, Oui, là, très je juste. pense que j'ai perdu beaucoup de personnes, mais je te jure, je l'ai ressenti, hein, comme Bah, c'est comme c'est si le cinéma, la peinture, la ouais. musique, le théâtre, tout ce que tu veux, peu Mmh. importe. Il est en train de Ouais. dire à Damien: «Viens vers nous et viens vers nous. Prends le temps d'écouter, de regarder le monde, Oui, bien d'ap sûr. de Il y a décrocher». Ouais, c'est exactement. Bah alors non, c'est pas abstrait ce que tu dis parce que en fait, un des buts de cette séquence, c'était que, alors, vu la construction du scénario, je savais pas où la séquence se placerait. En l'occurrence, elle s'est placée là où elle s'est placée. Mais le but de cette séquence, donc très intime d'un coup, il y a un appel avec le père, alors que le type est un nazi, hein, d'extrême droite. Une violence absolue. D'un coup, il a un appel avec le père et effectivement, il y a ce truc où on n'a pas envie qu'il fasse son acte du tout. Et en fait, je voulais presque. Moi, je trouve ça très beau dans les films. Alors là, je ne saurais pas te citer d'exemple où d'un coup, on a envie de tendre la main au personnage en lui disant: mais t'inquiète, ça va aller. Vraiment, ça va aller. Exactement, Écoute-moi, exactement, je te prends avec moi, on discute, on prend un verre et ne fais pas la dinguerie que tu vas faire. Euh, exactement. et en l'occurrence, c'était exactement ça. Et bah, du coup, là, pour reparler de la Ganérie, du coup, en fait, la théorie s'entrecroise parce que là, dans son bouquin, il parle d'une expérience. Alors, très rapidement, je crois que c'est au Danemark, c'est des flics qui, au lieu d'être dans une démarche punitive avec les jeunes qui voulaient partir faire le djihad, donc qui voulaient quitter le pays pour aller en Syrie, etc., et ben en fait, les flics, au lieu de les enfermer, ils les appelaient au téléphone et ils disaient: bah, comment ça va dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens seul, etc. Ils étaient dans une vraie démarche d'empathie. Et en fait, les jeunes répondaient: bah, en fait, je sais pas, violence avec la police, pauvreté, etc. Et en fait, ce simple petit truc-là d'empathie, de prendre par la main, ça a permis de faire reculer nettement les départs en fait, pour le djihad dans ce pays-là, contrairement à d'autres pays d'Europe qui se sont engouffrés dans la pénalité et on voit le résultat. Bref, tout ça pour dire que on n'a pas envie qu'il fasse. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais voulu concevoir le film. Je ne sais pas comment ça se passera pour les publics, mais je voulais vraiment qu'il y ait un rapport à Damien. On n'a pas envie de faire ce qu'il va faire. Et aussi, ce qui est, je l'espère, intéressant dans le personnage, c'est que finalement, on ne le connaît pas beaucoup. En fait, c'est un personnage qui est assez flou. On a accès à des bribes de lui par éléments assez sporadiques dans le film, des petites phrases, des débuts de construction idéologique, son passé. Mais en fait, Damien, c'est quelqu'un qui n'existe que par les autres. Damien est un personnage qui n'est construit, donc dans la deuxième partie, que par les gens qui parlent de lui, en fait. Et je trouve que c'est une manière intéressante, en fait. Enfin, en tout cas, je me suis beaucoup éclaté à l'écriture à faire ça parce que d'un coup, le personnage est dépossédé de sa capacité d'agir et il va être construit en tant que fantasme par les autres. Mais en fait, finalement, Sauf quand il personne est ne avec connaît Damien. Mais sauf Pardon? quand il était avec son pardon, c'est moi qui t'interromps, j'en suis désolé, Oui. mais Non, t'inquiète, c'est un t'inquiète. peu c'est la Je t'en prie. conversation qui Je c'est t'en ton prie. film qui me rend de cette ma qui me donne envie de t'interrompre. Sauf quand il est derrière la caméra, quand il est avec son Oui, père, oui, il aurait oui. pu être après il y a une autre séquence quand je vais revenir sur une autre séquence aussi qui est magnifique, je trouve. Voilà, ce moment-là, on se demande: Oui, «Mais qu'est-ce qui se passe?» oui, et mais on je voulais qu'il y ait et vraiment voire cette même citation. voire même on en Ouais, c'est leur chant, c'est le fameux contre-chant, hors-chant, tout ce que tu veux, c'est ouais. très godardien et voire même on a envie de dire, mais et ça, c'est ça qui est génial. C'est que pardon, je t'interromps, mais et j'essaie de ne pas trop Trop spoiler bien. parce que quand même Mais là, le vas-y, le vas-y. film, faut que les gens voient le film quand même, c'est important et mais c'est beau parce que ce moment-là, moi, je me dis: «Waouh, mais attends, là, écoute, j'ai plus envie de je m'en fous moi du Front national, du Rassemblement, je m'en fous de tout ça, Oui, d'accord? oui, oui. Je veux savoir un peu, bah, d'où il vient» et là, Exactement. il se passe un truc, c'est que Oui. bon, il va faire ce qu'il a fait parce qu'on le sait dès le début et puis il y a une seconde partie qui commence sur des images d'archives. Et Oui. là, moi et là, j'ai la réponse à une question à laquelle je me suis que j'ai posée à moi-même. Mhm. C'est comme si le cinéma était intime de Ouais. ma propre personne et je trouve que c'est le moment peut-être le plus beau des moments parce qu'en plus de cela, le corps que l'on voit, sans vouloir extrapoler, mais j'ai l'impression que c'est un peu toi et ou alors ça serait quelqu'un d'autre, je sais pas, mais en tout cas, quelqu'un a filmé une personne qui est née Alors, en ouais. 2000
Et non, mais là, on a atteint le sublime de la fiction et du réel. Et c'est magnifique. Mais Parce que on se oui. pose une question. Je suis désolé, je te coupe la Non, parole. t'inquiète, Et t'inquiète. je me tais. T'inquiète. D'habitude, chez Microciné, je ne parle pas beaucoup, mais là, le film vraiment donne envie de parler. Et là, je veux dire, c'est qu'on se pose des questions sur ce personnage pour qui on trouve un peu d'empathie. Et on se dit, mais comment il est réellement? Et Mm. le film nous dit, t'inquiète, il va y avoir un moment où on va parler de lui. Mais tu ne peux Ouais, même pas imaginer comment on en parlera. Et ça, je trouve ça très beau. trop bien. Très beau. Bah, déjà trop cool parce que je pense qu'il y a pas mal de ratés au niveau de la construction de ce personnage. Il y a eu des gros débats avec la monteuse avec qui je bosse, Maud, même avec l'équipe, etc. Bon, voilà, ça ce sera au public de juger. Moi, en tout cas, j'ai un système théorique en tête qui est assez précis et je pourrais en parler par la suite. Maintenant, concernant cette séquence, effectivement, la séquence donc où on va voir l'évolution d'un gamin filmé à travers des VHS, c'est des VHS de moi, petit en fait. Et C'est magnifique. C'est ouais, magnifique. c'est C'est ma grand-mère, magnifique. c'est ma grand-mère en fait qui filmait ça, qui avait une caméra et qui en fait filmait un peu tout. Et j'ai accès à des tonnes d'images d'archives. Alors j'ai du Super 8 et j'ai de la VHS. Et, Ouais. et en fait, donc de base, ça devait être incorporé dans le film, et c'est pour ça aussi, ça rajoutait une difficulté au casting. Il fallait trouver quelqu'un qui me ressemblait pour la séquence et tout. Mais finalement, bon, bah, ça rentre dans la cohérence, et voilà. Je sais pas comment dire de plus de cette Bah, séquence. attends. Alors, je vais faire une petite blague un peu débile, mais j'ai envie de te dire que l'enfant que l'on voit, enfin, ça aurait pu être moi aussi 20 ans après. Oui, oui, C'est-à-dire, oui. on n'arrive pas trop à t'identifier. Enfin, voilà. Mais c'est magnifique le fait que, voilà, qu'il y ait cette question qui se pose à ce moment-là, de savoir un peu Mm. le contre-champ de Bah, ce ouais, personnage qui finalement est comme tout le monde. Et ça dit aussi beaucoup de choses, hein, de toute cette situation-là. Et puis ouais. à un moment, bah, et comment tu y réponds? Bah, tu y réponds tout simplement par le cinéma, c'est-à-dire par les archives, par le fait que le cinéma est avant tout, qu'il Mm. soit une fiction hollywoodienne ou un documentaire filmé au Sénégal, c'est une trace de quelque chose. Et ça, c'est Oui, très intéressant, le fait que ça soit. C'est pour ça que je pense que, quoi qu'il arrive, ça ne pouvait être que toi qui devais incarner finalement ce personnage. Et encore une oui. fois, je tiens à dire que ça fait 1h06 qu'on discute, mais je ne connais absolument pas Vicente, hein, ça, faut le savoir. Mais le film est tellement familier avec moi que je me permets ce moment de Trop bien. familiarité. Ah, il n'y a pas Mais de souci. ces petits moments d'archives sont vraiment, vraiment, vraiment très impressionnants Ça me fait et plaisir que tu en assez parles. beaux, Ça me fait vraiment. plaisir que tu en parles. Bah forcément, c'est un truc qui est très personnel. J'ai pas envie forcément de me pencher sur certains choix, mais évidemment, je suis le seul à comprendre pour le coup Oui, entièrement cette séquence au regard de ma vie familiale passée. bien En sûr. tout cas, en fait, cette séquence, elle catalyse le sujet du film. Pourquoi le film est parti? Et là, on revient peut-être un peu plus à l'essentiel. Enfin, à l'essentiel, pas à l'essentiel, au global du film. Pour moi, peut-être le sujet central du film, parce qu'en fait, c'est pas un film avec un sujet prédéfini. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, mais pour moi, le sujet qui est peut-être le plus complet, complété, travaillé et réfléchi dans le film, c'est la question euh, de pourquoi Damien Cordonnier va-t-il faire cet attentat? En fait, c'est la question qui est posée initialement. Et en fait, le film tente de donner parfois des petits éléments de réponse au regard de sa vie familiale, de sa vie à la faculté de philosophie où il évoluait, etc., à Paris, au regard de son intégration dans un groupe identitaire. Donc en fait, le film va développer le personnage tout en le rendant très fantomatique. On le voit pas beaucoup en fait finalement dans le film. Il s'exprime pas non plus énormément, en tout cas humainement, sauf dans cette séquence où il parle à son père. Maintenant que tu le dis, Oui. c'est vraiment la seule séquence humaine du film, hein, Seigneur. Ce film est vraiment terrible. Hein. Euh, il est d'une violence et d'un cru. Enfin, bon, bref. Ah non, non. Ah non, Je non, viens de non, 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 réaliser non. ça. Ah non, t'es chez Microciné, bref, ça n'existe pas, hein. Il n'y a pas de bref. Ça doit Ok. durer des heures et des heures. Ok, très bien. Et bah écoute, je rentre du coup dans le l'art, c'est que le film,
en fait, pose la question suivante, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour catégoriser l'acte d'un individu? Est-ce qu'on va catégoriser l'acte d'un individu en observant son passé, sa construction psychologique, ou tout simplement potentiellement des problèmes psychiatriques? La question, elle est posée dans le film de savoir si Damien a des problèmes psychiatriques, a une maladie mentale qui, en fait, potentiellement pourrait l'amener à ce geste. Et en fait, moi, j'ai pas de. Enfin, en tant que cinéaste, ça me dérange pas du tout d'expliquer mon film. J'ai pas du tout de souci avec ça. Mais du coup, pour expliquer le sujet du film, c'est de dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement la personne qui va être derrière un acte, mais c'est d'abord dans quel contexte il a évolué, politique, dans quel contexte social il a évolué, comment il s'est construit socialement et politiquement du coup au milieu de ce contexte et quelles sont en fait finalement les idéologies qui l'ont poussé à cet acte pour parler des terrorismes. Et en l'occurrence, et c'est ce que le film j'espère raconte, c'est que Damien potentiellement, même si potentiellement c'est un malade mental, que il a certaines prédispositions psychiatriques qui auraient pu le pousser à commettre un acte, enfin qui auraient pu débloquer ce truc-là chez lui, qui lui aurait permis d'assassiner des gens, ça n'aurait jamais été possible sans l'idéologie d'extrême droite. Et en fait, c'est ce que tout le film montre, c'est que il va y avoir tout un bain dans lequel va baigner Damien qui va le mener à ça. C'est pour ça que, comme beaucoup de gens d'extrême droite, enfin, comme beaucoup, j'en sais rien, mais en tout cas, il y en a pas mal, leurs parents sont de gauche et en fait, ils vont se construire en opposition, Exactement. comme Damien, Exactement. alors il avait potentiellement un habitus de gauche, Damien, et puis finalement, non, il va se construire en opposition à ça. Mais en fait, chaque élément qu'on donne à propos de Damien va, au contraire, poser des questions. Par exemple, pourquoi est-ce que d'un coup, il est si normal avec son père et à côté il est si violent, bizarre, enfin, il a un côté aussi très dans son monde, dans sa bulle, etc. Puis finalement, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est assez social, etc. Donc voilà. Et en fait, à la fin, j'estime que l'idée, en tout cas une des idées centrales, c'est de dire, bah, il faut revenir à la question des idéologies. C'est elles qui vont fabriquer cette violence. Évidemment, il y a plein de questions qui restent en suspens et plein de questions où je laisse au public le choix, la possibilité de penser. Mais en tout cas, ce point de départ-là, il est là et c'est vraiment ce que j'ai voulu développer dans ce film. Voilà. Quand tu évoques l'idéologie, ça me renvoie à une séquence incroyable où Damien, pour la première fois réellement, discute, a une conversation avec Cédric. C'est-à-dire que le cinéma, tu nous montres, tu les intègres dans le même plan, même s'il y a parfois des champs contre champs, et on voit ce qu'il est, Damien, comment il pense, c'est-à-dire d'une manière extrêmement inhumaine. Et tu as d'un côté Cédric qui est aussi dans cette déshumanisation, mais qui en même temps est une déshumanisation, on va dire, comment je pourrais dire ça? Avec comme toile de fond ce que l'on sait d'aujourd'hui de l'extrême droite, c'est-à-dire Ouais. d'offrir une image qui n'est absolument pas, si on a tendance à comprendre, si on a une envie de connaître un peu l'historique de l'extrême droite, c'est une véritable déshumanisation, alors qu'aujourd'hui l'extrême droite a tendance à, tu l'as dit, tu l'as évoqué, la preuve, juste dire, Israël invite, 2 leaders de l'extrême droite, à venir pour parler de l'antisémitisme. Ça pourrait être un énorme sketch de Monty Python, mais ça n'est pas un sketch en fait, c'est vraiment Ouais. le réel et parfois on a envie de dire au réel: «Alors là, Ouais. tu es lourd là, tu es lourd». Ouais. Donc là, on a quelqu'un, Damien, qui on a envie de dire à Damien, finalement, on a confiance en toi, paradoxalement, parce que tu nous dis frontalement les choses. Et d'un côté, tu as quelqu'un qui dit: «Oui, je suis comme toi, je pense comme toi, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire». Et puis il y a un moment, et ça c'est génial, Cédric évoque, met sur la table et il déstabilise et Damien, mais aussi nous. Enfin, on sait, mais ça quand même, ça déstabilise le la comment Daesh travaille sa mise en scène, comment travaille l'image. Ça, c'est Oui. quelque chose qui a déjà été étudié, hein, mais Ouais. le cinéma n'en parle pas souvent de ça. Et Hum. ça, c'est très fort parce que
voilà, il y a une corrélation entre, quoi qu'il arrive, c'est une histoire de mise en scène, Ah que oui, cela oui, soit oui, Daesh ou l'extrême droite. Et bien là, sûr. tu poses quelque chose sur la table qui perturbe le spectateur ou spectatrice qui ne connaît pas forcément tout ça, mais qui Hmm. perturbe aussi beaucoup d'Amiens, je crois. Oui, Et qu'est-ce qu'on en oui. fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ouais. De cette idéologie-là qui est plutôt plus ou moins, mise en scène finalement? Comme toute idéologie Effectivement. nauséabonde, qui renvoie à Leni Riefenstahl, qui était Oui, oui. une immense cinéaste, mais bon voilà, il y a aussi des choses à dire là-dessus. C'est intéressant tout ça. On en reste Ouais. toujours à la puissance du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma peut dire? Qu'est-ce que l'image peut dire? Bah, bon, là, on rentre dans des considérations qui sont très théoriques, analytiques, etc. Mais euh, le 11 septembre, par exemple, dont Cédric parle dans le film, alors il faut savoir que c'est une séquence qui est improvisée. Cette séquence-là aussi, en fait, on avait 2 heures qui nous restaient sur le tournage et on a improvisé toute une conversation entre Cédric et Damien, qui est une séquence qui est géniale finalement. Euh, Il y a ce truc où l'attentat, c'est avant tout un coup de publicité. C'est horrible parce qu'en fait, il y a des vies qui sont en jeu, etc. Mais en fait, il faut en parler comme ce que c'est. Le 11 septembre, c'est hallucinant comment, 25 ans après, 26 ans, on a encore les images précisément en tête, comment elles sont imprimées et la terreur que ça a suscité. Et surtout, en fait, au-delà du concret, au-delà des morts, au-delà de l'aspect terrible que ça a été cet attentat, la représentation symbolique qui a eu lieu à travers d'abord les images et ensuite l'impression de ces images dans les esprits, ça a été une arme politique, mais d'envergure pour Al-Qaïda. C'était Al-Qaïda, oui, Al-Qaïda à l'époque. Euh, et en l'occurrence, effectivement, Cédric, il ne voit dans l'attentat, dans le potentiel attentat, qu'un coup de communication. Bon, c'est un cynique, c'est un pubard, mais absolutiste en fait, qui ne voit dans les actes et la violence que l'utilité qu'on peut en avoir. En l'occurrence aussi le Bataclan. Le Bataclan, ça fonctionne à l'inverse. C'est que on n'a pas vu les images de l'intérieur du Bataclan. Il y a un hors-champ qui est horrible. Bon, désolé, ça peut paraître indécent de parler des choses comme ça, mais en fait, il faut pas oublier que les terroristes, les personnes qui pensent l'attentat, euh, savent très bien ce qu'ils vont créer dans l'esprit des gens, savent très bien les images qu'ils vont créer médiatiquement, et ils ont comment dire, ils ont un intérêt politique et une volonté politique. Et ça, c'est hyper important de le rappeler parce qu'en fait, ce serait juste voir l'attentat comme une espèce de tuerie nauséabonde qui n'est pas du tout réfléchie. Alors qu'en fait, si, c'est réfléchi et c'est réfléchi en termes d'image aujourd'hui. Et le 11 septembre en est la concrétisation tragique la plus terrible et en même temps la plus efficace parce que on sait l'effet que ça a eu sur le réel, le 11 septembre. Euh, L'inversion de rapport qu'il y a eu aussi, parce que c'est aussi le 11 septembre, c'est ce qui permet à Bush et à Dick Cheney d'envahir l'Irak. Donc c'est quand même aussi pas rien. Voilà. Et euh, bon, là, pour le coup, je vais pas spoiler la façon dont le film met en scène le terrorisme. Moi, j'ai beaucoup de pudeur en tant que metteur en scène. J'aime pas filmer une violence aussi terrible, d'autant qu'il faut le rappeler, mais il y a eu des attentats en France, il y a eu des choses extrêmement violentes, il y a eu des morts, il y a eu des fusillades, même récemment. Mais dans mon souvenir, en tout cas, il n'y a pas eu d'attentat contre une mosquée. Alors, premier truc à dire, euh, c'est un fantasme de l'extrême droite. C'est-à-dire que ce qui est hyper inquiétant, c'est que, en fait, l'extrême droite, une partie de l'extrême droite en tout cas, est en train d'appeler à ce type d'acte, est en train d'encourager à ce type d'acte. D'abord d'un point de vue symbolique, en excluant les concitoyens et concitoyennes musulmans et musulmanes, en dénigrant les musulmans et musulmanes, enfin en gros toute cette construction idéologique qui est faite pour les rendre inhumains, pour les rendre hors du corps national. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est l'appel aux armes. Et l'appel aux armes, il a déjà lieu sur des groupes Signal, des groupes Telegram, etc. J'en parle souvent, mais il y a eu aussi Claude Cinquet qui tente d'incendier une mosquée il y a quelques années, avec 2 blessés, finalement, 2 personnes qui passaient par là.
C'est quand même terrible. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'acte aussi terrible et concret. En France, il y en a eu en Europe, je crois. En Nouvelle-Zélande, je crois. Euh, Oui. voilà, bon, il y a eu des attentats extrêmement violents en Europe. Je pense évidemment à Breivik, il y a quelques années, qui a tué des adolescents sur une île de gauche et fait péter une bombe à Oslo. Je crois aussi, je suis désolé, les informations, c'est plus dans ma tête, donc je préfère dire je crois. Euh, mais en France, en tout cas, il n'y a pas eu ça. J'avais pas envie de rendre ça concret à l'écran. Donc, il y a toute la notion du hors-champ que j'ai travaillé. Et surtout, un des objectifs, c'était de rendre non désirable cette scène-là. Je n'avais pas envie, parce que parfois, on le sait, on a des réflexes en tant que public et spectateur et spectatrice à vouloir voir la violence. Là, Ouais. toute l'idée du film, et j'espère que ça marchera auprès des publics, c'était de rendre la violence non désirable. Et on la rend non désirable en rendant le film nauséabond. Voilà, je pense que c'était une des stratégies du film, c'était de rendre le film tellement nauséabond, tellement violent visuellement, violent verbalement, montrer des exactions orales, des exactions physiques tellement terribles que en fait, on n'a pas envie d'en voir plus, on n'a pas envie d'en savoir plus, et c'est peut-être pour le mieux, voilà. Et j'ai pas envie de rendre cet horizon-là évidemment désirable. Les violences qui sont encouragées à l'encontre de nos concitoyens et concitoyennes musulmans et musulmanes, c'est terrible et évidemment, enfin, est-ce que c'est nécessaire de le préciser, mais le film se dresse contre ça, évidemment. Voilà. Mais tu me parlais de situations un peu inconfortables dans ton rapport à l'écriture, au scénario, au dialogue et tout cela. Mais c'est intéressant de. Enfin, voilà, tu n'étais pas seul, certes, mais comment l'écriture a pu s'opérer? Est-ce qu'elle s'est faite d'un bloc ou est-ce qu'elle s'est faite progressivement, pour le coup? Tu parles du processus d'écriture? Du processus de créer, oui, Ouais. exactement. Alors, l'écriture s'est faite assez rapidement. Et en l'occurrence, comme je t'ai dit, du coup, j'écrivais. Alors, au départ, j'ai écrit un schéma où j'ai mis au milieu un attentat. Et il y avait des flèches qui allaient dans le sens de l'attentat, donc pour dire on passait du passé au présent. En fait, l'attentat, c'était le présent, c'était le point présent. Donc je disais, Damien arrive à Paris, Damien dans son enfance avec des VHS, tatati tatata. Et après, il y avait des flèches qui allaient vers l'extérieur pour dire les réactions à cet attentat. Qu'est-ce que cet attentat va créer dans différents champs, le champ médiatique, comme je l'avais dit, le champ politique, le champ militant, le champ des rédactions de journaux, etc., etc., etc. Le champ des journaux. Euh, et en fait, ça s'est fait assez rapidement. Moi, j'ai le souvenir d'une écriture très fluide. Euh, où il y avait une facilité parce que du coup je bossais chaque bloc indépendamment et donc c'était beaucoup plus simple d'y revenir. Quand j'en avais marre d'un bloc, je revenais à l'autre, etc. Le scénario faisait 60 pages, donc pour un long métrage d'1h12, c'est à peu près cohérent. Bon, normalement c'est 1 minute par page, mais là c'était un tout petit peu plus court. Voilà. Mais l'écriture, ouais, c'est faite avec pas mal de fluidité. Mais le chaos est venu après, en fait, parce que l'écriture était assez fluide. Mais en fait, le but, c'était de mettre en chaos cette écriture. C'est-à-dire arriver au tournage et dire, bon, alors maintenant, en fait, moi, je n'ai aucune idée de à quoi le film va ressembler finalement. Donc là, on tourne une séquence et en fait, on fait tout pour que cette séquence soit géniale. Et après, on verra comment on l'insère au montage. Et donc après, on arrive au montage. Et là, bah là, c'est un casse-tête parce que du coup, l'écriture scénaristique se fait là. Et en fait, au montage, il y a des séquences qui se sont créées. On a rajouté des séquences au montage. On a eu des idées qui n'étaient pas écrites au scénario, au montage. Par exemple, je pense à la toute première séquence où on voit le procès de Damien. La façon dont Ouais. ça a été mis en image, ça a été pensé tout au long de la post-production image. Et donc c'est hyper intéressant parce que en fait, bon, c'est un processus chaotique qui moi me plaît parce que c'est là où personnellement je suis créatif et avec la monteuse avec qui je bosse, on est créatif à ce niveau-là et c'est très enrichissant intellectuellement. Ensuite, on se pose des questions, parce que qui dit renouvellement constant de son matériel d'image, dit renouvellement des questions que l'on se pose vis-à-vis de son film, parce que si on met une séquence avant une autre, ça change absolument toute la narration, donc il faut tout réfléchir, on change absolument toute la construction des personnages, donc je trouve ça génial, c'est vraiment une liberté, je ne pourrais pas forcément faire ça toute ma vie si je continue à réaliser des films, mais en tout cas, j'aimerais bien me rapprocher un peu de ce truc-là. Et
Et donc, l'écriture scénaristique, en fait, elle se fait vraiment au montage, quoi. Et le film, dans sa continuité, je pourrais te partager le scénario et si ça t'intéresse. Un jour, je le mettrai en libre accès. Il y a moyen même qu'il soit en libre accès à la sortie du film. Euh, N'a aucun rapport avec le film qui est à l'écran, vraiment. Et c'est aussi une technique de documentaire. C'est-à-dire, on va prévoir un espèce de cadre, un espèce de dispositif, comme on peut le faire dans certains cas de documentaire. Et en fait, évidemment, c'est le réel, et donc là, on revient à la question du réel que tu posais, qui va vraiment construire le scénario initial. Mais c'est le scénario qui donne la première impulsion, et après, il suffit de laisser vaquer l'équipe technique, les comédiens et comédiennes, etc. Et là, se crée cette espèce d'excès de réalité qu'il y a dans le film. Voilà. Donc en fait, c'était un film en mutation constante, jusqu'à la Alors fin. je, alors, je rappelle en tout cas qu'un roman national sort le 2 juillet sur Internet, sur la chaîne YouTube Tout à du fait. même nom, un roman national. Et une dernière question qui quand même est très importante par rapport Oui, au processus de fabrication, c'est l'économie. oui. Comment, comment on fait un film comme ça, économiquement parlant? Ouais. Alors, là, on va casser toute la magie du film et je suis prêt. Et ça me fait plaisir que tu me poses la question parce que, en fait, je trouve que c'est hyper important et le film est vendu selon sa philosophie de mise en place économique. Alors, en termes de moyens, le film a été autofinancé, donc via deux pôles, on va dire. Le pôle de mon argent, que j'avais mis de côté pendant des années, en fait, et un crowdfunding qu'on avait lancé à l'époque, qui nous a permis de récolter l'argent nécessaire au moment de la deuxième semaine de tournage. Voilà. Le film n'a pas coûté cher du tout. Il a coûté, alors, au moment où on a arrêté les comptes, il a coûté 7 000 € pour le tournage. Donc, Ah oui, d'accord. pré-production et production comprise. Ce qui est très peu, évidemment. Alors, c'est très peu parce que, évidemment, bénévolat, donc personne n'est rémunéré. Par contre, évidemment, la règle qu'on se pose, c'est que le tournage, et on défrait tout, évidemment, on défrait tout ce qui se passe au niveau de l'équipe, les déplacements, etc. La régie, on régale parce que, enfin, on régale au max en tout cas, parce que c'est important de bien traiter l'équipe, tout simplement. Ah, bien sûr. Euh, voilà. Et après, bah, c'est du filoutage, hein, parce que il y a, moi, ma mise en scène, qui est une mise en scène économique, parce que la mise en place de plans séquences réduit euh, comment dire, la multiplicité des angles de caméra, la mise en place de décors complexes, la multiplicité des décors aussi, évidemment. Donc voilà, donc déjà il y a au niveau de la mise en scène, bon, je pourrais parler des heures de comment est-ce qu'on réfléchit la mise en scène en tentant de créer une mise en scène intéressante et toujours, moi je le fais dès l'écriture, à titre personnel, on m'a toujours dit que c'était un défaut, mais moi je pense que c'est important quand on est dans l'amateurisme comme ça, moi je dis amateur parce que je suis pas dans le circuit cinématographique légitime, je considère pas du tout mon équipe comme amateuriste, hein, attention, ni moi, enfin je me considère pas du tout comme amateur, mais voilà, bon, utilisons ce terme. Mais c'est important de réfléchir dès l'écriture à comment filouter, comment arriver à faire beaucoup avec peu de moyens. Et donc, c'est toujours une question. Et en fait, c'est hyper enrichissant parce que le manque va créer les meilleures idées, va créer les meilleures idées de mise en scène, les meilleures idées de façon de, oui, mettre en scène en fait visuellement. Donc, on a fait plein d'expérimentations visuelles qui ont été géniales à faire. Genre, par exemple, un TikTok. Donc on a filmé un TikTok à l'écran, donc ça je vous laisse découvrir le film pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc on voit un vrai TikTok à l'écran, et là on tourne avec des caméscopes pourris dans les rues de Paris en improvisation totale, etc. sans équipe, donc c'est beaucoup de tournage sans équipe. Et puis après, bah, on réduit au maximum les journées de tournage avec équipe complète, donc on était à peu près entre 15 et 20 par session de tournage, et je crois qu'on a fait 6 jours de tournage en équipe complète, ce qui est rien du tout pour un film d'1h12. Mais voilà, c'est beaucoup de bricolage, très intense. Voilà. Et j'ai J'essaie envie de. de te dire, et Oui, j'ai envie de te dire que le son de ton film n'est pas un son de gauche. Et c'est ça qui est ok. très beau. Ouais, alors Tu sais que voilà, quand on est un peu sur les réseaux sociaux, comme voilà, depuis quelques années, on traîne un peu, il y a toujours le fait, et ça c'est assez pour le coup, je vais être sérieux. Toutes ces chaînes YouTube qui sont
orientés, idéologiquement, plus à l'extrême droite, par exemple Frontières, tout ça, Oui, ils ont et j'en parlais avec oui, qui étaient situés plutôt plus à l'extrême gauche, voire à gauche, voire à l'extrême gauche. Je leur disais: «Mais c'est assez impressionnant parce que, toutes ces chaînes YouTube qui sont d'extrême droite ou alors un peu de droite, ont un son, une image qui est de l'ordre de la perfection, oui, alors que les de chaînes plutôt d'extrême gauche, de gauche sont plutôt un peu parce que le plus important, c'est la mise en oui, scène et c'est oui, surtout ce que non, oui, non, pardon, excuse-moi, pas la mise en scène, c'est ce qui est dit, voilà et là, oui, c'était intéressant de voir que dans ton film, il y avait une méticulosité, fascinante et pardon, pas fascinante, importante dans le rapport au son et à l'image qui me rappelait, qui me renvoyait ouais, aussi à un certain fantasme de l'image, qui ne date ouais, pas d'il y a 20 ans, qui date il y a voilà, plutôt bien sûr. des années 30 par rapport au son et à l'image. Donc ça dit aussi beaucoup de choses ça, je crois. Je ne sais pas si c'est délibéré, mais en tout cas, si ça ne l'est pas, en tout cas, c'est bien. Le rapport Bravo. à l'image, j'adore les films qui multiplient les formats d'images. Je trouve que c'est très intéressant. Et donc, Ouais. on a filmé avec une caméra qui a une très belle image, une caméra numérique que j'aime beaucoup dans le grain qu'elle crée. Et puis d'un coup, on va se retrouver avec des images de très basse qualité. Et en fait, j'aime cette confrontation numérique que je trouve assez intéressante visuellement et qui raconte dans le film évidemment beaucoup de choses. Donc, on filmait les vidéos YouTube avec une certaine caméra en rajoutant une certaine compression. J'ai une assez grosse exigence à ce niveau-là, au niveau de la crédibilité. Je ne supporte pas, par exemple, un film qui va filmer, là, par exemple, une webcam, mais avec une caméra de qualité extraordinaire. Et on voit très bien que le réalisateur a choisi d'utiliser une caméra, la caméra du film, pour faire la webcam. Mais du coup, c'est bizarre, la diégèse. Moi, ça me dérange quand je suis un spectateur. C'est Je ne sais pas si surcharge, c'est la ouais, surcharge. C'est ce qui c'est bizarre. différencie, de ces chaînes d'extrême droite où il y a une forme de surcharge, Ouais. musicale et tout ça et qui Ouais, fait que finalement, ça ne fonctionne pas du tout. exactement. Et pardon. Et au niveau du son, le Ah, son, c'est hyper l important. Et il y a un... la séquence du Oui, massacre, c'est on voilà. a... le montage son a duré, je crois, 7 mois. Ça a été très long. Et évidemment, bah, vu que c'est Ah ouais, bénévole, et bah, ça prend beaucoup de temps parce que bah, les gens, en oui, fait, ils ont un boulot à côté, tout simplement. Donc, bien en sûr, fait, bien sûr. et moi, je presse pas pendant la post-prod. C'est-à-dire, je vais pas leur dire, bah, en fait, vous vous grouillez, etc. C'est pas possible de parler comme ça. Mais du coup, le temps que ça prend, ça permet aussi de réfléchir et on a beaucoup plus de recul parce que quand ça prend 7 mois, on a le temps de revenir sur ce qu'on a déjà fait, etc. Et en l'occurrence, oui, là, enfin, chapeau bas à toute l'équipe déjà de son sur le plateau, mais aussi de post-production sonore, parce que le montage son est vraiment extraordinaire, parce qu'il comble le hors-champ sans jamais, enfin j'ai l'impression en tout cas, ou du moins peut-être que je m'illusionne, mais je fais au mieux pour pas m'illusionner, il... comment dire, il cache toujours peut-être parfois le manque de moyens. Il va créer un hors-champ tellement puissant, enfin en tout cas j'espère, que on en oublie qu'à l'image c'est pas aussi fourni qu'au son, quoi. Mmh. Et le mixage du film est vraiment extraordinaire. Voilà, un grand bravo à Mathieu qui a fait le mixage du film. Voilà, c'est ça, comment dire, le film s'est métamorphosé au moment de sa post-production sonore. Vraiment, il n'avait plus aucun rapport, mais vraiment plus aucun. Voilà, mais c'est incroyable techniquement à vivre. Voilà. En tout cas, je vraiment, enfin, de là où je suis, de ma petite, enfin, je stimule, allez voir, enfin, si c'est le film Le 2 juillet, un roman national sur la chaîne YouTube donc du Oui, film. Les informations sont dans le descriptif, vraiment j'invite, allez-y, allez-y parce que c'est vraiment une expérience a assez j'ai- intéressante. Et je vais terminer cette émission qui dure plus d'1 h 35 et j'en suis, fort désolé. Merci pour, ta grande patience, Bicente. Mais je vais te poser une dernière question qui est oui, généralement la première question que je pose à d'accord. certains de mes invités et donc je suis un peu, déboussolé mais j'ai envie de te demander, là on sort du film, on Oui. reste dans le cinéma, mais on sort du film et je voudrais simplement te demander quelle serait ton image marquante? Tu sais, l'image marquante, c'est la fameuse image, qui est liée à l'enfance et qui peut-être définit, le rapport qu'entretient celui ou celle qui plus tard va, faire un travail, un métier en rapport avec l'image. Ça peut être,
critique Ah du ouais. cinéma, cinéaste et tout. Oh là Est-ce que toi, là. tu as une image marquante dans ton enfance? Oh là 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 là. Oh Là, c'est improvisé, hein, comme dans la tout le film, hein. question. 70% de son film, c'est improvisé au niveau des dialogues, enfin, au niveau du jeu. Là, il ne savait même pas que j'allais lui poser la question. Et Ah je ouais. voudrais clôturer là-dessus de manière un peu, voilà. Est-ce qu'il y a une C'est image une, marquante? c'est une question folle. C'est une image en lien avec le cinéma ou une image de Peu vie importe, une image. Une Oh image. là là Moi, là j'ai là. un ami cinéaste, Nadir Moknesh, qui me disait que son image marquante était une image de l'enfance et qui le renvoie à une église qu'il avait visitée D'accord. et des vitraux et ça l'avait marqué. Et il me disait, ça, il y a un truc qui fait que ce que j'avais vu dans ces vitraux, ça a défini un peu mon rapport à l'image. Je suis sûr que tu as un rapport à l'image. C'est pas possible. Oui, C'est pas oui. possible. J'ai Bah, vu ton film j'ai. quand même, c'est possible. Ouais, ouais. Bah, enfin, j'ai vécu dans une famille où culturellement on était lié au cinéma, donc oui, 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 j'ai un rapport à l'image. Euh, Bah, j'ai eu un rapport très tôt à la création d'images. Et alors, le premier truc qui me vient en tête, ça va paraître super bizarre. Vraiment, mais je vais le dire. Après, j'aimerais juste dire un tout dernier truc avant Je de t'en prie, terminer je t'en prie, l'entretien. bien sûr. Euh, L'image qui me vient en tête, et c'est une image à laquelle je pense régulièrement. euh, euh, En fait, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai vu. Je crois pas même que c'est quelque chose que j'ai vu. Par contre, je crois l'avoir vu dans un film. Et alors là, je suis incapable de dire dans quoi je l'ai vu. C'est l'image d'un oiseau sur une route, sur le bitume, un espèce de merle qui est sur le dos et qui a les pattes un peu comme ça et qui agonise, c'est pour ça c'est très étrange, qui agonise lentement en ayant son petit cœur qui bat à travers sa peau et voilà, qui a le cœur qui bat indéfiniment, qui meurt pas, mais qui a le cœur qui bat. Et en fait, c'est, je pense, l'image la plus marquante de ma vie. Je sais pas pourquoi, mais en fait, je pense qu'elle définit un peu mon état d'anxiété global. Bon, là, on revient sur des trucs très perso d'un coup, mais j'ai un sentiment d'urgence constant qui, je pense, traverse mes films, qu'il soit au niveau de ma vie personnelle, amicale, sentimentale, artistique. Cinématographique du coup et ce sentiment d'urgence là il est vraiment catalysé dans cette image d'un petit oiseau sur le bitume, enfin je me vois vraiment comme ça et j'ai cette image dans un film mais alors je suis incapable mais voilà, c'est le premier truc auquel je pense, c'est un de mes premiers souvenirs d'images marquantes en tout cas, mais je crois que j'ai vu ça très jeune. Voilà. C'était une. Alors, c'est drôle parce que bon, il y a un film, moi, comme ça, je pense à un film. Il est impossible que ça soit le film auquel tu penses, pardon, parce que c'est un film qui a été réalisé, je crois, en 2019 et 2018, pardon, c'est Juste la fin du monde, où il y a la Ah séquence oui, finale de Xavier Dolan, où il y a la séquence ouais. finale, où tu vois cet oiseau. Enfin, voilà. Bah C'est c'est impossible, je exactement sais. ça. Ouais, ouais, Mais et c'est pas lui mais du coup. ça pourrait être ça. Ça pourrait Ouais, être ça. Ça pourrait voilà. être ça. Tu voulais terminer Oui. sur quelque chose, je pense. Oui, oui. Alors, non, Je t'en juste prie. dire un truc, pour revenir juste sur le mode de production et du coup le mode de diffusion. Nous, on est Mhm. un film donc, qui s'est construit en fait en indépendant. Même la société de production qui a récupéré le film, CHS Film, l'a récupéré au moment de la post-production. En fait, je voulais garder une véritable indépendance durant la création du film. Et donc, il a été fait voilà, sous l'égide du bénévolat, etc., avec un crowdfunding, avec l'argent que j'avais pu mettre de côté pour réaliser ce projet. Et en fait, aussi bien politiquement que cinématographiquement, on voulait aller jusqu'au bout dans cette démarche-là. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on le met en libre accès sur YouTube parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il doit appartenir à tout le monde et on est pour cette espèce de démocratisation du cinéma qui est assez importante pour moi. Voilà, et on espère que ce film sera regardé d'abord. Voilà, enfin, ça peut paraître bête, mais en fait, quand on décide de bosser sans distributeur, sans passer par les cinémas, c'est beaucoup plus difficile de vendre son film, tout simplement. Donc j'espère qu'il sera vu et j'espère que les gens pourront se l'approprier et peut-être potentiellement, si vous voyez ce film et que vous avez envie de le mettre en projection dans un lieu qui vous tient à cœur, un bar, un lieu associatif,
pourquoi pas même un cinéma, un festival, un événement, etc., n'hésitez pas. Là, on est en train de préparer toutes les... Bon, à l'heure où sortira cette interview, on aura beaucoup plus de précisions sur les projections qu'il y aura et on va aller dans des festivals. Là, on a déjà eu un festival qui nous accueille pour son ouverture. Mais n'hésitez pas, voilà, à faire vivre ce film. Est-ce que tu peux. L'interview sera publiée le 19 et 20 avril. Est-ce que peut-être. Est-ce que c'est trop tard ou trop tôt? Je ne sais pas. Je peux le dire. Pour l'instant, c'est fixé. Après, peut-être que dans le futur, je ne sais pas, ça changera peut-être, mais normalement, oui. Il fera l'ouverture du festival antifasciste de Reims, qui est un festival qui projette des films. Et voilà, je crois que c'est le 7 juin. Voilà. Et au-delà de ça, on a des projections qui vont avoir lieu dans quelques villes de France, les villes qui veulent bien nous accueillir pour l'instant. Voilà. C'est un objet que j'ai conçu pour un public, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi, c'est un film de divertissement qui est fait pour poser des questions, peut-être je l'espère divertir, peut-être je l'espère intéresser, et qui, je l'espère surtout, servira de point d'ancrage pour lancer des discussions, des débats. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, je sais que, sans vouloir être... je sais que cette petite chaîne Microciné est un peu vue par les professionnels de la profession. Donc, exploitants, distributeurs, critiques de cinéma, confrères, consoeurs, merci. Vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas. C'est un film vraiment intéressant, important. C'est un film de cinéma, Merci. de proposition. Et je vous invite toutes et tous à le voir, à contacter Bicente Volé et puis le reste suivra. J'ouvre une petite parenthèse, un petit clin d'œil à Hugo Turlan. Il sait pourquoi, c'est CHS Film. Et encore une fois, merci beaucoup à Bicente d'avoir pris le temps de répondre à mes questions un peu farfelues, mais qui dénotent, qui traduisent aussi vraiment un plaisir de spectateur face à ce film, un roman national qui sortira le 2 juillet sur Internet, et on aura toutes les descriptives et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment un plaisir. Et puis, j'ai envie de te dire pour la suite, comme on dit déjà, on dit bon vent. On dit bon vent, voilà, on dit comme ça, bon vent. Merci. Donc, merci à toi, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and